Eh bien, merci d'être là aujourd'hui. Merci à Valérie Polis et à l'Imagerie pour son accueil. Merci à l'initiative du Cercle philatélique d'Argenteuil pour l'édition en 2020, qui n'était pas, évidemment, comme vous l'avez rappelé, le bon moment pour commémorer cette céramique sculpture, puisque c'est son appellation, on y reviendra. Et non pas qu'on soit pour les commémorations, mais il y a forcément d'autres dates à venir, les 55 ans, qui permettront d'imaginer quelque chose autour de cette céramique qui mérite en effet, puisqu'elle est inscrite dans l'histoire, d'être mise en valeur par rapport au patrimoine de la ville et par rapport à ce qu'elle représente aujourd'hui dans l'œuvre d'Édouard Pignon, qui est, je vais esquisser, on va le faire dans un temps évidemment restreint et limité, mais je pourrais vous donner des indications bibliographiques, et puis on trouve beaucoup d'éléments sur Édouard Pignon, qui est quand même, au fond, une figure essentielle de la peinture française, qui va, j'allais dire, de l'après-guerre jusqu'aux années 80. Ces dates, je vous les rappelle, il est né en 1905 et il mourra en 1993. Donc je disais années 80 parce qu'il va à nouveau, dans les années 80, occuper l'actualité, et une actualité importante puisqu'il aura de son vivant, ce qui n'est pas si fréquent, une rétrospective au Grand Palais en 1985. Alors en deux mots, parce que peut-être que je me présente rapidement, parce que c'est Édouard Pignon qui nous intéresse, mais c'est aussi la rétrospective du Grand Palais qui... Moi, en fait, je suis historien de l'art, commissaire d'exposition. J'ai commencé mes études d'histoire de l'art à l'Institut d'histoire de l'art à Lyon, qui était dirigé à ce moment-là, dans les années 80 d'ailleurs, par une grande figure de l'histoire de l'art en France, mais qui s'était arrêté, qui était un moderniste. Mais en histoire de l'art, l'art moderne, c'est le XVIIe, le XVIIIe siècle, et il s'était arrêté, allons jusqu'au XIXe si vous voulez. En tous les cas, les cours que nous avions s'arrêtaient pour l'art moderne à 1914. Et il a fallu attendre l'arrivée d'un prof d'histoire de l'art et d'histoire de l'architecture pour déborder au-delà de cette période. Et au fond, moi, ce qui m'a intéressé, parce que dans cette période, comme dans toute étude, vous vous interrogez à un moment sur la spécialité qui va être la vôtre. Et c'est le cas en histoire de l'art. Et j'ai définitivement fait le choix de l'art du XXe siècle parce que je voulais vivre l'histoire de l'art. Et il s'avère que je me suis intéressé à l'œuvre d'Édouard Pignon parce qu'il a occupé l'actualité et il était l'une des grandes figures de l'art français, comme je l'ai dit, de l'après-guerre. Et puis cette rétrospective du Grand Palais de 1985 que je n'ai pas vue, mais a bénéficié d'une audience au niveau de la télévision, au niveau de l'écho médiatique a été très important. Il y a eu une publication très importante. Et puis je me suis rendu compte que c'est une œuvre qui n'avait pas fait l'objet d'études universitaires. Donc je me suis dit, je tiens là à un sujet, le parcours de cet homme qu'on va évoquer m'intéresse. Son œuvre avait quelque chose, on va le voir aussi, qui était un peu dans l'entre-deux et qui était une démarche très indépendante dans ce qui s'est fait dans la peinture et dans la création du XXe siècle pendant cette période, et notamment en France. Et donc c'est ce qui m'a intéressé en me disant, eh bien, tant qu'à faire de l'histoire de l'art, je préfère la vivre et accompagner, ou en tout cas qu'un artiste contemporain puisse m'accompagner dans ses études. Ça n'a pas été son difficulté, ça va peut-être vous surprendre, elle a tenté de m'en dissuader en me disant surtout, ne travaillez pas avec un artiste vivant, vous ne pourrez pas faire ce que vous voudrez, vous ne pourrez pas écrire ce que vous voudrez. Et en fait, je l'ai rappelé d'ailleurs de manière très courtoise à la directrice de mon mémoire de cette période, que j'ai revu à la faveur d'une exposition Édouard Pignon en 2017 au Musée des Beaux-Arts à Lyon. Et j'ai rappelé qu'en définitive, eh bien, Pignon avait fait mentir tout ce qu'on avait pu me dire, puisque je l'ai rencontré à la fin, je lui ai écrit, il a accepté de me rencontrer, j'ai fait plusieurs entretiens avec lui, et quand je l'ai quitté pour la dernière fois avant de rédiger, à la porte de l'atelier, je m'en souviens comme si c'était hier, il m'a dit, écoutez, je vous ai raconté beaucoup de choses, faites-en ce que vous voulez, écrivez comme vous le sentez, soyez libre. Et il a fermé la porte et je m'en suis allé et j'ai travaillé. Donc ça faisait mentir tout ce qu'on m'avait dit. Bon, voilà. Donc c'est un peu pour vous expliquer
mon positionnement par rapport à l'œuvre d'Édouard Pignon, l'histoire, et puis évidemment ensuite j'ai été pris dans cette œuvre-là, la relation avec lui, avec son épouse Hélène Parmelin, et puis Pignon a disparu, avec son fils Nicolas, et j'en suis arrivé aujourd'hui encore à faire deux choses, d'une part à gérer cette œuvre-là du point de vue des expositions muséales, de la relation éventuelle au marché, aux marchands, et puis bien entendu la préparation du catalogue raisonné de l'œuvre peinte, sur lequel je travaille depuis longtemps, peut-être trop longtemps. Mais c'est toujours. Donc Pignon, je vous l'ai dit, est une figure essentielle. C'est l'un des principaux acteurs en fait, du débat qui va agiter la scène artistique en France, et notamment sur une question fondamentale qui est celle de la figuration, et qui en fait une figure tout à fait atypique dans cette période-là. En fait, ce qu'on a retenu de Pignon, c'est la figure d'un peintre engagé, mais engagé, à mon sens, et aujourd'hui avec le recul historique qui est le nôtre, engagé dans l'histoire de son temps. C'est un humaniste, c'est pas un engagement politique à proprement parler, même s'il a existé par rapport à sa propre histoire, à son propre parcours. Son nom est attaché à l'amitié qui a été la sienne avec Picasso. J'allais dire ça lui colle à la peau. Il y a aussi là une histoire à entamer, à commencer. J'ai commencé de le faire à travers une contribution à une exposition sur Picasso à Valoris il y a 2-3 ans, et puis à la faveur d'un colloque sur Picasso à Barcelone il y a quelques années. Il y a véritablement une histoire à expliquer, à raconter sur la relation de ces deux hommes et de ces deux peintres, qui n'a rien à voir, contrairement à ce qu'on a pu nous dire, sur l'histoire politique autour d'un engagement, et notamment au Parti communiste. Enfin, c'était pas du tout l'objet de leur débat. Et puis, au fond, moi, ce qui est touchant dans cette œuvre-là, c'est son inaltérable volonté à saisir le réel, à saisir la vérité du monde. Ce que je voudrais, c'est la télécommande. Mais oui, bien sûr, où est-elle? C'est ça. Alors, on va peut-être faire des va-et-vient. Il y a une sélection d'images assez riche, mais on va pouvoir... Donc, au fond, cette œuvre-là, vous allez voir, elle est irréductible ni à la figuration, ni à l'abstraction, ce qui explique sans doute le positionnement un peu curieux qui est celui de Pignon aujourd'hui. Il n'est pas le seul artiste français de sa génération à vivre, entre guillemets, un purgatoire. Vous savez, je veux dire, un artiste, il vit sa vie, il a sa création, il s'inscrit dans son temps. Pignon a eu beaucoup d'expositions dans les institutions muséales en France et à l'étranger, en Italie, en Allemagne et dans d'autres pays. Et puis, le temps fait son œuvre. Il y a aussi des questions de mode, de goût. Je vous invite à relire Francis Haskell, qui parle beaucoup de cette question du goût, de l'intérêt qu'on peut avoir sur un artiste, qui va tomber en désuétude et qui va tomber en quelque sorte dans l'oubli, et puis quelques temps plus tard, à la faveur de recherches universitaires, d'un regard nouveau qu'on peut porter sur l'œuvre, les choses changent. Mais en fait, chez lui, si vous voulez, ce qui est important, c'est, j'allais dire, une direction de pensée. Parce que Pignon, vous le savez peut-être, est issu d'une famille de mineurs installés dans le Nord-Pas-de-Calais depuis... il naît en 1905, mais sa famille y est installée depuis très très longtemps. Et c'est une personnalité originale parce qu'en définitive, né où il est à ce moment-là, au début du siècle, il faut se replacer dans le contexte, un bassin minier, au début du XXe siècle, c'est-à-dire qu'on se retrouve quelque part dans l'univers que vous connaissez de Germinal avec tout ce que ça comporte. Et il fait preuve, j'allais dire, d'une opiniâtreté et puis d'une personnalité qui est un peu à part. Et assez rapidement, c'est un enfant, un adolescent, alors que toute image est absente de cet univers. La question de la peinture, on ne sait pas ce que c'est. Il va commencer à dessiner, à graver des choses. Et puis, quand il a 10-12 ans, c'est la période de la guerre, c'est anecdotique, mais c'est une chose importante. Un soldat anglais qui revient du front, ou qui y va, peu importe, s'installe dans l'estaminet que tient sa mère, le petit bistrot, où il est là, enfant, il n'y a plus d'école à ce moment-là, il a 11 ans. Et il y a ce soldat qui fait son portrait, qui fait le portrait de cet enfant et qui lui offre. Et il y a immédiatement, évidemment, dans son entourage, et pour lui, enfant, cette image qui intervient dans sa vie, et puis cette idée de la ressemblance. Et en fait, il saisit cette idée, ça lui donne envie de dessiner, et en fait, il se rend compte que ce qui interpelle son entourage, qui ne connaît évidemment strictement rien à la peinture, à l'histoire de la peinture, à la culture en général,
c'est la question de la ressemblance. Donc lui-même commence à faire des portraits. Il fait le portrait de sa grand-mère, et en fait ça impressionne tout simplement parce que c'est ressemblant, et donc ça requiert un intérêt de la part de son auditoire, parce qu'il faut se replacer, c'est au fond pour lui échapper en quelque sorte à une existence qui est toute tracée, son père est mineur, avec ses frères, en gros ils vont devenir mineurs, et en fait leur père, très tôt, leur dit « il faut que vous foutiez le camp de ce pays, votre vie n'est pas là, il faut que vous fassiez autre chose ». Alors évidemment, il y a la légende qui colle à la peau de tous les artistes, d'ailleurs les historiens de l'art adorent étiqueter, et puis créer une légende. Celle de Pignon, c'est qu'il ce serait le peintre mineur, devenu un artiste très important dans les années qui ont suivi l'après-guerre. Bien sûr qu'il a été mineur, il ne l'a pas été très longtemps. D'abord parce que, comme je vous l'ai dit, son père en particulier ne voulait pas d'une vie comme ça pour ses enfants. Et puis lui-même, si vous voulez, sans doute parce qu'il y avait déjà ce côté instinctif du regard, de l'image, l'idée d'être enfermé et d'être dans le noir absolu était pour lui une souffrance. Donc assez rapidement, si vous voulez, il fait autre chose et il travaille dans le bâtiment, il devient cimentier plafonneur. Et puis il commence ses premières peintures à l'huile. Alors les premiers travaux, si vous voulez, c'est les hasards. Il va dans les journaux, par exemple, piquer 2-3 noms. Vous savez, il y a comme ça existe beaucoup moins, ça existait il y a encore 50, 60 ans. Vous pouviez dans les journaux envoyer un petit papillon puis recevoir 2-3 livres. Et là, il y avait une maison d'édition qui permettait de vous envoyer. Et il pique au hasard 2-3 noms, il ne sait pas du tout. Il y a Matisse, il y a Roger de la Fresnaye, et le troisième, je ne sais plus. Un peintre classique, peut-être Rembrandt. Et il reçoit ces petits livres qui lui donnent un premier contact. Et puis il y a aussi cette période de la guerre, il y a cet épisode du soldat qui fait son portrait, mais il y a aussi, il apprend, allez savoir ce qui se passe dans sa tête, que Béthune, tout proche, a été bombardé. Et il part un beau matin, il a peut-être 12 ans, ou 11 ans, et il part à pied. Il fait ses 12, 15 kilomètres, que sais-je. Et donc la ville a été bombardée, il y a voilà, il est bombardé, et il découvre des éléments comme ça dans les gravats, et il trouve des images, là encore. C'est totalement anecdotique, mais ça contribue de bâtir cette légende qui viendra. Alors, il le disait lui-même, quelle incidence ont pu avoir ces images sur son existence, sur son goût d'aller vers autre chose, mais toujours est-il qu'il s'inscrit aussi à des cours par correspondance, des cours d'anatomie. Il explique par exemple qu'il fait poser son frère dans la nature. Je veux dire, Bar-les-Mines, c'est le bassin minier, mais c'est aussi la campagne, c'est aussi des environnements où ils peuvent sortir avec une espèce d'attirail de peintre, une espèce de personnalité comme ça, et qu'on regarde un peu curieusement, en se disant, tiens, parce que c'est totalement inhabituel de voir quelqu'un qui prend une feuille de papier, ou éventuellement même une toile, et qui achète des couleurs, et puis qui... Et ses premiers portraits à l'huile, à la faveur de petits livres reçus de Paris ou d'ailleurs sur une initiation à la peinture à l'huile, c'est des portraits de l'entourage familial. Là, c'est son oncle Édouard, et il en fait ce portrait assez classique, je veux dire, en s'inscrivant sans le savoir dans la tradition du portrait, dans la grande tradition de l'histoire de l'art. Et puis, évidemment, il y a la question de l'autoportrait qui intervient très vite, parce qu'il lit des choses. Il y a un aspect aussi important dans cet environnement, c'est qu'il fait le choix, alors que vous l'imaginez bien, la plupart des gens, tout l'environnement, parlent le patois, il fait le choix très tôt de parler français. Bon, on va dire, oui, bon, bah, très bien, et alors? Sauf que, remettons-nous dans le contexte de l'époque, quand vous êtes au début des années 20, il a 15-16 ans, avec son frère, il parle français, ou on lui parle en patois et il répond en français. Et évidemment, les gens comprennent. Mais les gens ont pour habitude de parler le patois. Il y a quelque chose, au fond, d'assez abrupt, d'assez brutal de sa part, parce que c'est quelque part se positionner différemment, c'est-à-dire de dire, pas de manière méchante, mais moi je suis déjà ailleurs, je ne suis plus dans ce monde-là. Donc au fond, si vous voulez, il va vivre cette vie en sortant du monde de la mine, comme je vous l'ai expliqué, en devenant cimentier plafonneur, en travaillant dans le bâtiment, et puis il fait son service militaire. Son service militaire est la première opportunité pour lui à découvrir, j'allais dire, une autre lumière, et le monde méditerranéen. D'une part parce qu'il va embarquer à Marseille,
qui découvre, l'homme du Nord découvre la lumière. Bon, il y a beaucoup à dire, il y a eu des expositions thématiques d'ailleurs là-dessus sur les peintres du Nord qui découvraient la lumière méditerranéenne, qui au fond éteint la couleur, mais il n'est pas encore peintre à ce moment-là. Et puis il va faire son service militaire en Syrie au moment de la guerre des Druzes. Et puis il revient après cette période, dans un climat qui est toujours le même. Son père est silicosé, il va mourir quelque temps après, sa sœur a la tuberculose. Enfin, je ne veux pas comme ça forcer le trait, mais dans un environnement qui est pas formidable, jusqu'au moment où il annonce qu'il va quitter cet endroit et qu'il veut aller à Paris. Sachant qu'entre-temps, il est allé à Paris une journée ou deux, visiter le Louvre, aller à la Comédie Française. Il découvre cet environnement et qu'il incite encore plus à quitter cet endroit en disant « Voilà, la vie, elle est ici, c'est ça dont j'ai besoin », sans avoir l'idée de se dire « Je vais devenir un peintre », bien qu'ayant cette volonté. Mais la volonté, c'est de quitter cet endroit et d'accéder à une culture qui ne lui est pas donnée de premier abord. Donc, il franchit le pas, évidemment, vous l'imaginez, son milieu familial, quelque part, ne le vit pas forcément très bien, mais surtout tous ses amis, tous les gens qui travaillent dans le bâtiment avec lui, disent « Mais t'es complètement dingue, tu vas te perdre, tu pourras rester ici, tu es travailleur, tu es un type intelligent, tu peux créer ta société, tu peux avoir une petite structure avec des manœuvres, avec des apprentis. » Ça ne l'intéresse pas, il voit sa vie différemment. Donc il arrive à Paris, il franchit le pas, il arrive à Paris, mais évidemment, vous l'imaginez bien, compte tenu du milieu familial, il arrive, il doit se loger, il doit vivre. Donc il va travailler pendant plusieurs années comme ouvrier spécialisé. Tout à coup, il va être retoucheur. C'est déjà quelque chose d'assez amusant pour lui, il retouche des photos. Et ses premières œuvres, c'est pour ça que je vous montre ce petit tableau, qui est une pièce qui doit faire 25 par 35 cm, qui sont des choses qu'il peint, on va dire, fin des années 20, début des années 30, au moment où il est à Paris. Ça, c'est un tableau de 1933 ou 1934. Et au fond, à ce moment-là, l'univers qui est le sien, c'est un univers qui est son univers, son environnement quotidien, si j'ose dire, puisqu'il est à ce moment-là ouvrier chez Renault ou Citroën ou je ne sais où, peu importe. Donc c'est aussi, n'oubliez pas, 1929, la crise économique, les années 30. Donc c'est aussi la période, l'avant Front populaire, beaucoup de manifestations auxquelles il participe, parce que de fait, son engagement vient aussi de là. Il arrive, il est ouvrier, il se syndique en 1931 à la CGTU. En 1933, il adhère au Parti communiste, mais sans être un militant forcené, mais ça fait partie d'un environnement. Et donc ces peintures reprennent les thématiques. Ce tableau qui s'intitule « Meeting » reprennent les thématiques qui sont celles, si j'ose dire, de son vécu, de son quotidien. Mais alors ce qui est très intéressant ici, c'est que du point de vue formel, c'est d'une part véritablement marqué par les années 30 et par un artiste que vous connaissez tous, que lui commence à découvrir, qui est Fernand Léger, où on retrouve la massivité des personnages, et puis cette construction. On va voir que chez lui, c'est essentiel, la construction de l'espace, avec les personnages et l'architecture, et avec ces formes qui se distinguent dans ce paysage qui est, je le répète, extrêmement construit. Et puis il y a, comme Picasso peint son Guernica, Pignon, qui est un inconnu à ce moment-là, peint ce tableau qu'il intitule « Hommage aux mineurs des Asturies », au moment où vous avez toutes les grandes grèves des mineurs dans les Asturies, avec des répressions très fortes, avec des mineurs qui sont tués, et il peint ce tableau, qui est un petit tableau de ce format-là, qui est aujourd'hui au Musée d'Art moderne de Saint-Étienne, qui est un pays minier d'ailleurs, comme vous le savez, et qui peint ce tableau qui est une petite merveille, la reproduction n'est pas très bonne, avec ce pan de mur, ces pylônes électriques, ce paysage avec la cheminée de l'usine, et puis ces deux personnages allongés, qui en fait renvoient à l'iconographie de Maximilien Luce ou de l'iconographie de la peinture du XIXe siècle et à la grande peinture d'histoire. Donc ça, c'est véritablement, si vous voulez, un peintre qui vit l'histoire, mais qui, au fond, regarde déjà la peinture d'histoire au Louvre, parce que c'est un visiteur assidu du Louvre. Autre exemple, même moment, tableau de 1934, 35, 36, ce format-là, un petit panneau de bois, il part avec son attirail au Louvre, comme tous les artistes de sa génération qui se nourrissent des artistes classiques et des artistes
historiques, des artistes du XVIIe siècle, beaucoup. Et ça, c'est José de Ribera, qui est un tableau qui est au Louvre, cette déposition. Et donc, il s'installe avec son matériel et il étudie. Au fond, c'est pour lui, comme il le dit, une cérémonie de peinture, de la même manière qu'il peut peindre des paysages de bord de Seine le week-end, quand il a du temps libre. Il s'installe au Louvre et il peint ces choses-là en s'inspirant, mais non pas pour faire, vous le voyez, une copie servile de ce qu'il a sous les yeux, mais de voir comment, comme un jeune artiste moderne, comme ils se qualifient tous à ce moment-là, peuvent réinterpréter la peinture classique, en faisant ce travail qui est aussi un travail sur la composition et qui est une pure merveille. Alors la reproduction n'est pas extraordinaire. Et puis bien entendu, il y a son tableau historique, qui est l'ouvrier mort. Souvent, les gens qui connaissent peu l'œuvre d'Édouard Pignon vous parlent de l'ouvrier mort, avec raison, puisqu'il y a deux versions, on verra la seconde version, mais celle de 1936, qui est aujourd'hui conservée au Musée national d'art moderne, au Centre Georges Pompidou à Paris, qui a été exposée dans les collections permanentes il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 5-6 ans, parce que ce n'est pas une génération d'artistes qui a la faveur, et puis les espaces sont restreints, mais qui a la faveur des conservateurs du NAM. Mais néanmoins, il a été présenté il y a quelques années. Et alors là, qu'est-ce que ce tableau de l'ouvrier mort? C'est en fait le souvenir qui est le sien quand il a 12 ans, 6, 7, 8 ans, il y a cette catastrophe minière de la Clarence en 1912, je crois, donc il a 7 ans. Et il en garde un souvenir, si vous voulez, parce qu'il y a ce climat effrayant de cette catastrophe minière qui a beaucoup marqué son esprit. C'est aussi, ça s'inscrit dans des périodes de revendication, avec, on voit sur la dot, vous voyez ce cheval qui est en fait les gendarmes montés qui viennent lors des manifestations. Mais il y a déjà chez lui, vous le voyez, cette ambivalence entre le côté dramatique, de ce personnage allongé que veillent en quelque sorte les mineurs, mais qui ne sont plus déjà des mineurs. Parce qu'en fait, cette peinture s'inscrit dans l'histoire, dans un temps historique qui est un temps historique contemporain, mais qui s'inscrit dans un temps historique qui est celui de la peinture d'histoire, et qui récupère au fond pour une catégorie, si j'ose dire, sociale, une iconographie qui est celle des dépositions ou des mises au tombeau, pour la donner, la réinterpréter dans un temps historique qui est celui qui est vécu par l'artiste. Donc ce tableau-là est une pièce extrêmement importante et qui a été montrée d'ailleurs dans la plupart des expositions sur les années 30 en France ou à l'étranger. Alors là, je vais passer plus vite, c'est un tableau de la même période. Je n'ai pas l'image, mais vous l'avez tous en tête, du tableau de Delatour. Il y a eu une exposition à l'Orangerie des Tuileries sur les peintres de la réalité, qui a beaucoup marqué cette génération, dont Pignon, et qui s'inspire des frères Le Nain, de Delatour. Et il y a un Saint-Sébastien de Delatour, qui est véritablement, si vous voulez, qui inspire Pignon, et il en fait ce tableau de La Veillée, où il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, toujours cette ambivalence, on va le voir, qu'on retrouve dans la céramique sculpture d'Argenteuil, avec le côté dramatique, avec là encore ce personnage allongé, cette veillée funèbre, et la vie avec cette maternité et cette mère qui tient son enfant dans ses bras. Et alors il expérimente à ce moment-là, il expérimente aussi avec une théorie qui est celle des pentagones tournants de Mattila Gica, c'est-à-dire qu'il lit des textes théoriques et puis il essaie de leur donner vie sur la toile. Ça relève de calculs mathématiques, il travaille avec des pentagones, avec des équerres. Hein. Et ça donne lieu à ces tableaux qui s'inscrivent aussi dans une génération d'artistes qui ont beaucoup regardé les peintres cubistes, mais l'environnement reste toujours le même. C'est un tableau de 1938-39, des personnages autour de la table qui sont des personnages d'un bistrot, de personnages qui jouent aux cartes. Et la critique commence déjà à regarder Pignon, à commenter son travail. Il a sa première exposition à la Maison de la Culture en 1939. C'est Marcel Gromer qui va prononcer le discours inaugural. Donc il commence à être repéré, et il commence à être repéré comme un coloriste, et sans doute le coloriste peut-être le plus talentueux de sa génération. Là encore, les joueurs de billard, une thématique toujours qui est celle du bistrot, les gens qui se retrouvent. C'est aussi quelqu'un, Pignon, qui adore, si vous voulez, observer.
c'est lié, on va dire, aussi à son passé, à son milieu familial, l'estaminet de sa mère. Donc c'est aussi des endroits, et puis c'est aussi une période, si vous voulez, de l'après-guerre, ou de l'avant-guerre plutôt, à ce moment-là, où les gens se retrouvent. Les thématiques sont des thématiques qui sont aussi des thématiques familiales, celui de la maternité, qui est directement issu dans ce tableau-là. Vous voyez cette maternité, vous voyez cette femme penchée avec cette bassine, et puis la vie familiale, cet enfant qui est en train d'étudier dans l'arrière-plan, mais ça trouve sa source dans un tableau qui est au Louvre, et où on retrouve, et Pignon reprend, si vous voulez, dans cette œuvre de Luca Signorelli, le personnage courbé. Donc vous voyez, c'est pour vous montrer que véritablement, c'est ancré dans la tradition et dans le regard porté sur les grands maîtres du passé. Et puis cette période, c'est effectivement toujours la question de la nature morte. Les grands thèmes de l'histoire de l'art, en fait. C'est vrai pour Pignon, mais c'est vrai pour tous les artistes de sa génération. Donc ça, c'est l'avant-guerre. Et puis, il y a une rupture qui intervient dans l'œuvre, qui intervient en 1944-45, au moment où il décide, par un hasard de circonstances, une rencontre avec un artiste qui l'invite à Collioure. Et Pignon est très intéressé à venir à Collioure parce que c'est la fin de la guerre, c'est la période des restrictions. C'est le moment où il commence à vivre de sa peinture. Depuis 2-3 ans, depuis 1942, il a un contrat avec la Galerie de France, qui va devenir la plus grande galerie parisienne de l'après-guerre, où tous les artistes vont défiler. De sa génération, vous aurez Alfred Manessier, vous aurez Mario Prasinos, vous aurez Gustave Singier, puis vous aurez ensuite une génération un peu plus jeune, Hans Hartung, Pierre Soulages, Zhao Huqi. Bon. Et Pignon est intéressé d'aller à Collioure parce que d'abord il a cette relation amicale avec cet artiste, et puis sur l'occasion de quitter Paris, il a un enfant qui est jeune, c'est l'après-guerre, c'est l'occasion aussi, il le dit dans les courriers, de pouvoir s'installer dans une maison relativement vaste. Il commence à avoir des moyens, ils ne sont pas, mais il commence à avoir des moyens, une galerie qu'il soutient, donc il va s'installer dans une maison, et c'est l'opportunité pour lui de découvrir un nouvel environnement et d'être à nouveau un portraitiste face à ces remailleuses de filets, à ces catalanes qui lui donnent l'opportunité de peindre des tableaux, ce tableau qui est conservé au musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds, peu importe, où il commence, si vous voulez, à instaurer un dialogue. C'est un artiste qui, évidemment, vous l'avez compris, est un artiste figuratif, qui est un artiste réaliste. Il fait partie de cette génération, l'un des rares artistes, avec Charles Lapicque par exemple, à revendiquer le réel, la réalité et cette perception d'une réalité moderne, alors qu'il continue à converser et à exposer avec la plupart des artistes qui sont non figuratifs ou qui font une peinture qu'on a nommée le paysagisme abstrait. Donc vous voyez, avec cette capacité ou cette volonté de regarder le réel, mais de donner à voir quelque chose qui soit différent et de percevoir le réel de manière différente, peut-être de nous donner à voir ce que l'œil de premier abord ne nous permet pas de voir, avec des proches, des lointains, on va le voir. Donc là, je vais peut-être avancer un peu plus vite. On voit toujours cette capacité de la composition avec ces personnages, ces remailleuses de filets, cette capacité à construire la toile avec en fond comme ça la barque jaune ou un principe de voile, peu importe. C'est pas terriblement important de savoir ce qu'on est en train de nous donner à voir, mais en tout cas de nous interroger sur un réel et sur une capacité à lire cette réalité. Ça, un tableau conservé au Musée d'Art moderne, qui est en fait une ambivalence, parce qu'après Collioure, il va s'installer, là c'est encore une rupture plus grande, puisqu'il a un véritable, si vous voulez, succès. Il a eu sa première exposition en 1946 à la Galerie de France, exposition personnelle, qui est commentée. Il occupe véritablement l'actualité avec d'autres. Et en fait, il décide de s'installer à Ostende, qui est en Belgique, comme vous le savez, qui est en bord de mer, il y a un port de pêche, et c'est un environnement totalement différent. C'est-à-dire cette lumière de Collioure, lumière méditerranéenne, il passe à un environnement de la grisaille, et c'est ça aussi qui l'intéresse, avec cette possibilité de donner à voir la lumière, d'exercer son talent de coloriste de manière différente,
avec ce groupe-là de pêcheurs, et puis surtout ces mâtures, ces voiles qui lui donnent l'opportunité de... Au même moment, par exemple, je vous parlais de cette capacité chez lui et de cette importance de la construction de l'espace. Il publie un texte extrêmement important qui s'intitule La construction de l'espace et qui explique que dans l'art moderne, l'idée c'est de pouvoir sortir de la limite du tableau. Et là, c'est notamment un tableau qui est un bon exemple. C'est toujours la période de Stone, où vous voyez comme ça une mâture, des voiles, peut-être une barque, des pêcheurs, l'un d'eux a une raie à la main. Et en définitive, là, c'est un très grand tableau, c'est un calque marouflé sur toile, qui a donné lieu ensuite à une tapisserie, qui est en fait, on va dire, un carton préparatoire, mais qui est un véritable travail de peinture, et qui est un grand format, c'est un tableau qui fait 2,30 m par 2,50 m à peu près, ou 3 mètres plutôt, 2,80 m, et qui est préparatoire à une tapisserie, et qui est véritablement les premiers grands formats, si vous voulez, puisqu'il va s'exprimer, si vous voulez, avec les grands formats, avec cette idée de sortir du cadre de la toile, d'où l'importance de la céramique à laquelle on va avancer. Donc là, je vais passer peut-être un peu plus vite. Il y a toujours cette idée des portraits avec cette série. Il y a tout un débat qui s'instaure dans la peinture de l'après-guerre sur la question du réalisme socialiste, très lié au Parti communiste. Pignon est en opposition totale avec les peintres réalistes socialistes. Il s'y oppose fermement en disant qu'une peinture pour le peuple, ça n'a strictement rien à voir. Qu'il n'y a pas une peinture pour le peuple ou pour d'autres, il y a une peinture tout court, et que chacun doit la regarder et l'appréhender comme il le veut, comme il le peut. Et donc, il s'inscrit, il y a une opposition très forte par rapport à ce réalisme socialiste. Alors, il y a deux figures emblématiques qui sont Pablo Picasso et Fernand Léger, puis il y a un artiste beaucoup plus jeune qui est Édouard Pignon, qui va combattre ça et qui va... Donc, et à ce moment-là, il y a des portraits de mineurs, mais qui sont aussi liés, je le répète, à ce regard porté sur la tradition, à la peinture, là je pense à des primitifs italiens, à des portraits comme ça de comte de Thiers avec ce port altier. Et puis c'est le retour pour lui, parce qu'il retourne dans le Nord voir sa famille. Sa sœur vit toujours à Marles-les-Mines, elle a épousé un mineur, donc sa vie est ailleurs, mais il retourne, et ce sont des membres de sa famille ou des gens de son entourage. Et puis il y a cette seconde version de l'ouvrier mort de 1952, vous avez vu celle de 1936, il y a celle de 1952, Picasso lui disait « c'est ton Guernica ». Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que le tableau de 1952 a été retravaillé à plusieurs reprises. Là, vous avez la version finale qui n'est pas datée. Le tableau est daté de 1952, mais on sait, je me suis rendu compte qu'au travers de la documentation et des archives, c'est un tableau qu'il a retravaillé jusque peut-être fin des années 50. C'est-à-dire que le tableau partait en exposition et quand le tableau rentrait à l'atelier, il se disait « je vais le retravailler ». Donc là, je rentre dans le détail, mais pour vous dire, pour un historien de l'art, quand vous lisez la façon dont l'œuvre a été commentée en 1952 par la presse, puisque le tableau a été présenté au Salon de Mai et à la Galerie de France lors d'une expo personnelle, ça n'est pas ce tableau-là que les commentateurs et le public avaient sous les yeux. Et par chance, j'ai retrouvé une photo du tableau dans l'atelier, dans une version antérieure. Et le tableau est, je dois dire, très différent. Enfin, la composition est là, la maternité, l'homme au sol, les personnages, mais il est beaucoup plus réaliste, il est beaucoup plus dans une... Et d'ailleurs, Pignon dira qu'il ne pouvait pas s'empêcher de retravailler le tableau avec le risque de, entre guillemets, le détruire, c'est-à-dire que son intervention, tout à coup... Donc ça, c'est véritablement l'œuvre emblématique de Pignon. Alors, c'est une œuvre qui est faite, il y a une véritable rectitude dans son travail, mais il y a aussi des ruptures. Là, vous le voyez dans la nature, puisqu'en 1949, il découvre le midi de la France. Quand je dis il le découvre, c'est-à-dire qu'il s'y installe. Il va y passer beaucoup de temps. Son épouse Hélène Parmelin l'emmène, lui fait découvrir cet endroit qu'elle a connu auparavant. Et c'est l'opportunité pour lui de découvrir cette nature aride. Il faut imaginer aussi ce qu'est l'arrière-pays ou le pays de Bandol, de Sanary à ce moment-là. Et il part avec son matériel. Alors il y a un côté en effet peintre du 19e siècle avec son tabouret, il part avec son attirail, il s'installe dans la nature, et là on le voit, il est en train de peindre, enfin de travailler à l'aquarelle plutôt, on distingue un olivier qui va devenir une thématique extrêmement importante dans son travail,
et qui est importante pour lui par rapport à cette question de la construction de l'espace et de l'espace. Ça, c'est un tableau de 1951. Ce n'est pas le cas de ce tableau, mais il y a certains oliviers, vous allez comprendre, qui s'intitulent les oliviers d'Ostende. Pourquoi? Parce qu'il y a cet anachronisme, il n'y a pas d'olivier à Ostende, mais la palette est encore celle d'Ostende. C'est-à-dire, quand il arrive dans le midi de la France, la lumière est éteinte. C'est aussi l'homme du Nord qui retrouve la violence, l'aridité des paysages, la violence de la lumière, et qui ne peut pas la traduire autrement que par les couleurs, qui sont les couleurs éteintes des paysages des pays nordiques. Alors évidemment, je vous ai mis cette photo d'André Villers qui est fameuse. Alors ça colle un peu à la peau de Pignon. La relation avec Picasso, elle est extrêmement simple. Ils se sont connus dans les années 30, à la faveur d'un accrochage, où Pignon était chargé d'accrocher les jeunes artistes, et puis Léger accrochait, on va dire, les maîtres, Matisse, lui-même, Picasso et d'autres. Et puis Pignon se rend compte qu'à la fin, Léger, il est en train de mettre dans les coins à tous les jeunes artistes, que c'est les autres qui... Et puis il s'oppose, pas pour lui, mais... Et sur ces entrefaites arrive Picasso, et il voit, il y a pas une altercation, mais une discussion un peu vive entre Pignon et Léger. Et Picasso, qui ne connaît pas, qu'est-ce qui se passe? Et Pignon explique, je ne suis pas d'accord, on est en train d'être relégué dans les coins, et je considère qu'il faut qu'il y ait un partage, et que ce soit équitable. Et Picasso s'adresse à Léger et lui dit, oui, vous ne changerez jamais. C'est-à-dire que, eh bien moi j'aime bien quand ça craque et quand ça pète, et qu'on mélange quelque part les torchons et les serviettes, puisque c'est comme ça que vous semblez l'appréhender. Donc laissez les artistes, les jeunes artistes un peu libres. Et il y a voilà, c'est le premier point, j'allais dire, la première rencontre. Et puis ils ne vont pas se revoir pendant, ça je vous parle, c'est en 1935-36. Et puis ils vont se revoir pendant la guerre. Pignon va lui rendre visite, comme beaucoup d'autres, rue des Grands Augustins. Picasso est encore à Paris. Et puis Pignon va occuper cette actualité dont je vous parle, qui est liée plus ou moins... La presse communiste, pas seulement, mais aussi se revendique cet artiste, mais pas véritablement, parce qu'il n'est pas dans la ligne par rapport au réalisme socialiste. Mais chacun se rend bien compte qu'il est commenté en France et à l'étranger par les grands critiques qui comptent. Et Picasso l'invite, lui dit, écoute, viens à Valoris, on va vivre une vie de peintre. Alors, inutile de vous dire que la plupart des amis peintres ou l'entourage de Pignon lui dit, écoute, surtout n'y va pas, parce que si tu y vas, il va te bouffer. Tu es foutu. Et Pignon y pense beaucoup et se dit à la fin, écoute, je vais y aller, parce que s'il me bouffe, c'est qu'il n'y aura pas grand-chose à bouffer. C'est que si je dois être détruit, je serai détruit. Et puis, s'instaure une relation qui est une relation qui n'est pas une relation de maître à élève. Picasso est né en 1881, Pignon en 1905, il y a une véritable... Mais sans doute retrouve-t-il, alors qu'il ne faut pas oublier que Picasso est isolé à ce moment-là. Enfin, je dis isolé, il est assidu à son travail, comme chacun le sait, sinon il n'aura pas produit autant d'œuvres. C'est un homme qui travaille en permanence. Il ne vient plus beaucoup à Paris, il y vient de temps en temps. Donc c'est l'opportunité, il y a sans doute une relation, évidemment, d'amitié de ces deux hommes, immanquablement. L'œuvre de Pignon doit l'intéresser. Et puis c'est l'opportunité d'avoir des nouvelles de Paris, de l'actualité, et puis de pouvoir discuter de peinture. C'est pas ce que je vous disais tout à l'heure, de parler d'histoire, de politique ou du reste. D'ailleurs, entre eux, ils se disaient, si les communistes se trompent en peinture, en politique comme ils se trompent en peinture, je crois qu'on va avoir des problèmes. Non, ils parlaient de peinture. D'ailleurs, moi, comme historien de l'art et spécialiste d'Édouard Pignon, ce que je peux déplorer, mais c'est la vie, c'est qu'il n'y ait pas eu d'enregistrement de ces échanges. C'était des échanges continuelle sur la peinture, tard dans la nuit, enfin, avec des contradictions. Picasso disant à Pignon, mais alors ce que tu m'as dit tout à l'heure, si c'est vrai, je dois tout recommencer. Je me suis trompé. Enfin, vous voyez, véritable échange avec des séances de projection de diapositives, en grand format, discutant pendant des heures sur Goya, sur Velázquez, sur Rembrandt, sur Titien, enfin que sais-je. Donc voilà ces échanges qui vont durer. En fait, Pignon est probablement, et même certainement, l'artiste qui va de 1950-51 jusqu'à la disparition de Picasso être l'artiste le plus proche, avoir une intimité avec lui. Et là, on le voit d'ailleurs, ils sont à la Californie, à Cannes, et ils sont devant des œuvres de Picasso, voilà, ils parlent de peinture. Oui, il y a cet humanisme, cet attachement, et surtout Et puis Pignon a toujours dit, ça a été pour lui d'une telle richesse
pouvoir approcher un homme comme Picasso, qui a cette capacité créative, ce regard sur l'art du passé et l'art contemporain. Et quand on voit aujourd'hui le regard qui est porté sur Picasso, sur la dernière période, qui a été décriée de son vivant, mais qui préfigure tellement, qui a préfiguré les artistes des années 80 et de l'art encore contemporain, qu'on peut se dire qu'il n'a pas eu totalement tort. Mais ça, c'est une histoire à raconter, la relation de ces deux hommes. Il y a une grosse iconographie. Et il y a une thématique de sa peinture qui est véritablement liée aussi. Ça, c'est lié. Quand Pignon est à Vallauris, il travaille tard, il fait des céramiques. Et Picasso, par moment, est avec Paloma. Et Picasso vient prendre Pignon et remonte tard dans la soirée. Et Paloma, par exemple, parfois Picasso en a la garde, elle est avec eux, elle s'est endormie. Et Pignon la prend sur ses épaules. Et Pignon a toujours, et il l'explique dans ses textes, en disant que ce qui l'a frappé, c'est comme ça, la respiration qui était la sienne, celle de l'enfant, qui comme ça semblait n'être plus qu'une seule respiration, cette espèce de fusion comme ça de l'enfant qui s'abandonne. Et il a fait quelques tableaux, peu. Ça, c'est véritablement un des chefs-d'œuvre de cette période. Quand je dis peu, il y a peut-être 7, 5, 6 tableaux. On nous dit Pignon a beaucoup produit. Oui, il a travaillé, mais pas plus que les autres. Et il est aujourd'hui dans un musée, d'ailleurs, dans le Nord, où on retrouve évidemment cette thématique de l'olivier, du portrait, du porte-enfant, du Saint-Christophe, là encore la relation à la tradition. Et puis avec ce personnage, mi-homme, mi-faune, vous voyez qu'on voit déjà la tête de guerrier ou le fameux cosmonaute de la céramique sculpture d'Argenteuil. Je vais passer peut-être un peu plus vite parce que je suis très loin. Donc il y a cette thématique. Ça vous permet de voir de l'iconographie et puis je vous donnerai, si vous le voulez, des indications bibliographiques. Ça, c'est Hélène Parmelin, en fait, son épouse, qui fait sa toilette au Fournasse quand ils sont chez Vallauris. Chez Picasso à Vallauris, et il y a une espèce de tub comme ça, elle fait sa toilette, et à un moment, il découvre ça un matin, il lui dit surtout ne bouge pas, il a son carnet, il fait des choses, et après il en fera des peintures, avec là encore l'olivier noir, et cette question, vous voyez, de la lumière, et de la question de l'espace, du proche, du lointain. La céramique dont je vous parlais, avec cette même thématique que j'ai choisie pour être en lien avec la toile qu'on a vue précédemment. La thématique des paysans, il est dans l'arrière-pays, il dessine, il voit ses paysans, il reste un point fixe, mais les paysans, eux, travaillent dans les champs, donc s'approchent, se retirent, s'approchent à nouveau. Et en fait, son travail va être de rendre compte dans certains tableaux, de casser la distance, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on puisse, quelque sorte, se déplacer dans les tableaux, qu'il n'y ait plus de proche et de lointain, qu'on soit tout à coup très proche du paysan courbé, mais qu'on soit en même temps sur la colline. Il y a cette espèce de distanciation, si vous voulez, qui est rompue. Là, ça, c'est le viaduc de Bandol. Donc ça, c'est un grand travail préparatoire à un grand tableau. Voilà, pour que vous voyez aussi qu'il s'inscrit aussi dans une tradition d'un travail préparatoire, d'une peinture, même si chez lui, il n'y a pas, si vous voulez, on va dire c'est un artiste classique en ce sens où il y a cette approche véritablement, oui, très classique du dessin, de l'aquarelle et de la peinture, sauf que quand il est en train de peindre, il peut revenir au dessin, revenir à l'aquarelle, il a beaucoup travaillé sur carnet, il peut interroger la peinture avec l'aquarelle et inversement, c'est-à-dire trouver des solutions sur des compositions en interrogeant les différentes techniques. Ça, c'est une série emblématique, c'est un combat de coq qui est évidemment lié à l'histoire de son enfance, les combats de coq, l'écurie de coq, dans le Nord, vous connaissez tout ça. Et là, on voit bien la question, je vous parlais de cet artiste qui est à la frange de la figuration, de l'abstraction. Parce que pour lui, il ne fait rien de plus ici que donner à voir un combat de coq avec les ailes écartées, avec les volatiles qui sont en train de combattre. Et en même temps, on est à la limite d'une peinture... d'une peinture... Oui, ça c'est une grande peinture qui fait 1,95 m par 2,60 m. Qui est véritablement sans doute l'un j'ai choisi un chef-d'œuvre de la série. Et c'est une série qui a donné lieu, qu'il a beaucoup reprise, qu'il a reprise dans les années 60 pour des céramiques sculptures d'ailleurs. Tableau au passage, mais c'est anecdotique, ça n'a pas forcément grand intérêt, qui était dans le bureau de Pierre Mauroy lorsqu'il était Premier ministre. Et j'y songe parce qu'il y a une photo assez amusante où on voit Pierre Mauroy recevant Georges Marchais,
Anicelle Pors, enfin 3 communistes. Il y a le tableau derrière. Et ce qui est surtout amusant, c'est qu'il y a le côté jovial de Pierre Mauroy, que vous connaissez, et puis il y a les 3 individus. Marchais, celui qui est le plus dubitatif. Vous avez André Lajoigny, qui a un léger sourire, et vous avez, j'oublie, enfin celui qu'on nommait l'intellectuel, non pas Juquin, j'oublie son nom, je ne sais pas ce qu'il est devenu, qui était peut-être le polytechnicien du parti de l'époque, dont on parlait beaucoup, qui était un homme plein d'esprit et qui, lui, a un grand sourire. Donc bon, tout ça n'a pas... C'est très anecdotique. Donc voilà, d'autres combats de coq avec cette écriture, si vous voulez, très différente. Vous voyez, par rapport à la densité, là, il y a plutôt un travail avec la réserve du tableau et ce côté, quelque part, presque, je veux dire, avec l'esprit un peu... oui, quelqu'un me disait, il y a quelque chose d'asiatique dans tout ça. Ça, c'est la série des battages où il entre dans une... C'est à la faveur de voyages en Italie, d'un ami italien qui l'invite. Et là aussi, on a cette frontière de cette figuration, de cette abstraction avec le battage du blé, l'abattage, c'est quelque chose de parfois un peu confus. Et il explique qu'il faut passer par la confusion pour aussi construire les choses sur la toile. Bon, évidemment, je lui ai mis cette photo parce qu'il a entretenu des liens, compte tenu de l'importance, si vous voulez, du positionnement qui était le sien. Ça, c'est en 1962, au moment où il est membre d'un jury avec Giacometti, ils sont à Rome. Mais par exemple, pour vous donner une idée, en 1958, à la Biennale de Venise, Pignon va avoir une salle personnelle. Alors, il n'obtiendra jamais le prix, le premier prix, le grand prix de la Biennale de Venise. Il n'y a pas beaucoup d'artistes français qui l'ont eu, puisque vous le savez, il y a cette rupture aussi. Je ne vais pas rentrer dans ce débat de la peinture française, de la peinture américaine, avec la rupture de 1964, le grand prix de peinture remis à Rauschenberg. Enfin, toujours un battage, plutôt des pousseurs de blé, vous voyez, ces personnages, cette espèce de fougue comme ça, avec ces personnages en bleu qui sont des batteurs, cette espèce de feu derrière avec la batteuse. Donc vous voyez, il y a aussi chez lui cette, j'allais dire, peut-être parfois cette difficulté à se positionner. Il a toujours revendiqué la figuration, il a toujours dit que... Mais il en est parfois, si vous voulez. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'a cessé d'exposer avec ses amis comme, je vous le répète, Alfred Manessier et les autres. Alfred Manessier, dont on a catégorisé Pignon le communiste, Alfred Manessier le peintre religieux ou le peintre catholique. Totalement absurde. Ils étaient côte à côte aux manifestations parce que c'était des humanistes, c'était pas des... Bon, passons. La série des battages, on passe à la série des batailles, où on approche un petit peu de la céramique sculpture d'Argenteuil, puisque ça c'est 1963-64, qui est lié, alors là c'est très amusant, vous voyez, il a une approche un peu à la Poussin, parce que Poussin sculptait des petits personnages en cire pour faire des encres de Chine. Pignon fait une chose très différente, il va acheter des sujets, vous savez, des petits soldats, et puis dans son atelier dans le sud, il met les soldats sur des tables ou au sol, il les éclaire avec des spots, et vous avez les ombres portées qui se retrouvent sur les murs, et il y a toute une série de lavis d'encre absolument formidables que plus personne ne connaît, qui n'ont pas été beaucoup montrés d'ailleurs, qui sont inspirés par ça. Mais là, vous avez aussi la version des grandes peintures, alors qui s'inscrit là aussi, un tableau qui doit faire 2,30 m par 2,80 m, grande peinture d'histoire, ou une espèce de guerre intergalactique, mais on retrouve des hommes, on retrouve des boucliers, on retrouve quelque part des chevaliers, enfin bon. Il y avait cette espèce de mixte, si vous voulez, de la tradition et d'une peinture tournée de guerre intergalactique, en quelque sorte. Il y a la question du mouvement qui est présente dans son travail. Et comme il est dans le sud de la France, il y passe plus, il est proche des plages. Ce qui l'interpelle aussi, c'est ce corps humain et ce corps qui, j'allais dire, se pénètre l'eau. Et il va regarder de très près, il y a beaucoup d'études, et ça c'est les premiers tableaux de la série des plongeurs, qui, vous voyez, où on retrouve cette liberté, ce déploiement, et cette écriture que vous connaissez avec... la céramique d'Argenteuil. Vous voyez le type voilà, il se plaçait comme ça, et vous aviez un plongeoir, il y a des carnets d'études très aboutis au crayon de couleur, au crayon gras, sur les plongeurs, sur les plages, sur les gens qui prennent des bains de soleil, sur les nageurs.
Voilà, et ça donne lieu à de très grands tableaux comme ça, de plongeurs, qui sont pour certains d'entre eux intitulés le bouquet de pieds. Pourquoi le bouquet de pieds? Parce que ce sont les pieds qui prennent, si vous voulez, possession d'une grande partie de la toile, parce que c'est la dernière partie du corps qui s'introduit dans l'eau. Donc il y a la question du mouvement, il y a la question de l'espace. Et puis il y a la question, effectivement, toujours, je vous l'ai dit, de l'intérêt porté à la figure humaine, au portrait, la question portée au visage. Il y a effectivement des choses peu connues, certains l'ont beaucoup plus exploité, la question de l'autoportrait. Il a fait aussi des autoportraits face à des miroirs. Il y a aussi des têtes de guerriers, ce qu'on a nommé cette série des têtes de guerriers, qui sont quelque part, parfois, pas toujours, mais on peut se dire, c'est quelque part, c'est lui, c'est Pignon, mais c'est aussi son... Et il l'explique, il s'installe, comme il le fait au bord des plages, sur les rochers, face à la mer, que sais-je. Il va s'installer dans des bistrots, il a toujours un carnet en poche, un crayon, des crayons de couleur, et il s'installe dans les lieux où vous avez des gens qui sont là, et il dessine des choses. Il dit, on est tous quelque part des têtes de guerriers, des gens avec des expressivités, avec ses propres angoisses. Et puis, il est passionné de cinéma, il va voir des... C'est aussi là, au moment de la guerre du Vietnam, il y a des actualités, il l'explique, où on voit des soldats qui sont en train de courir, qui hurlent. Enfin, il se nourrit, si vous voulez, d'une période, et c'est l'opportunité aussi pour lui d'être dans une ambivalence entre les guerriers. Ça, c'est un portrait qu'il intitule le portrait de Louis, mais aussi c'est un portrait, j'allais dire, du XXe siècle, de l'homme du XXe siècle, avec cet homme qui renvoie bien entendu à ces mineurs de la fin des années 40 ou du début des années 50, que je vous ai montré tout à l'heure rapidement, mais qui n'est une interprétation, quelque chose de nouveau, et qui incarne véritablement, c'est un tableau de 1969, donc, et qui renvoie effectivement à la figure centrale de la céramique que vous connaissez. Et ça donne lieu donc à des séries d'aquarelles, ça donne lieu à des séries de tableaux. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Pignon a connu sa première actualité véritablement importante avec une reconnaissance, oserais-je dire une consécration. C'est 1966 avec une rétrospective au Musée national d'art moderne, qui était à l'époque avenue du président Wilson. Vous avez le Palais de Tokyo et le Musée d'art moderne de la ville aujourd'hui. Pignon a sa rétrospective en 1966, il occupe véritablement l'actualité, et en 1970, il y a une exposition personnelle très importante autour des têtes de guerriers et des seigneurs de la guerre, où on retrouve, donc, vous voyez là vous avez une coupure de presse de l'époque, des lettres françaises, où on voit une photo de l'œuvre en train d'être installée, on va y venir, et où on retrouve cette tête de guerrier. Tête de guerrier, et j'ai lu tête de cosmonaute, et Pignon le dit lui-même. Et tête de cosmonaute, c'est très simple, parce que les premiers pas sur la Lune, Armstrong, voilà. C'est une thématique qu'il utilise à plusieurs reprises. Je vous ai pris 3 exemples. Bon, peu importe, on a sur la scène ici Elsa Triolet, Jean-Paul Sartre, Pignon, Kessel, vous voyez aussi Simone de Beauvoir. C'est pour la journée en 1968 des intellectuels pour le Vietnam. Et il y a plusieurs fonds de scène, dont un fond de scène fait par Pignon avec une tête de guerrier, qu'on a dit tête de guerrier vietnamien. Mais, donc c'est une thématique du moment aussi. Thématique du moment, en 1970, au théâtre du 8e, Marcel Maréchal monte un Hamlet, demande à Pignon de dessiner ce qu'il a fait pour Jean Vilar et le Théâtre National Populaire dans les années 50 de manière assez assidue. Et puis il a arrêté parce que ça lui prenait beaucoup trop de temps et il était trop éloigné de la peinture. Mais dans les années 70, il refait pour Maréchal des choses, et notamment ce fond de scène où vous distinguez à nouveau cette tête de guerrier pour ce Hamlet. Donc c'est véritablement une thématique du moment, et cette question aussi de la capacité d'un artiste à pouvoir s'emparer de l'espace. Des affiches, bien entendu. Là, une journée pour le mouvement de libération des colonies portugaises, il y a eu énormément de choses. Il y a eu, par exemple, une affiche en 1968 pour l'ORTF. C'est aussi une tête de guerrier.
Donc, bon, voilà une autre photo de la céramique sculpture en train d'être posée. Donc vous l'avez compris, cette thématique, elle s'impose quelque part d'elle-même, parce qu'il a toujours, si vous voulez, à la faveur de son propre vécu, des thématiques qui l'intéressent, des séries, parce que vous avez donc compris que Pignon travaille par série. Au moment où le maire d'Argenteuil le contacte pour et une céramique sculpture qui vient orner effectivement le centre culturel, c'est à la faveur d'articles et de maquettes qui ont été publiés dans la presse pour une grande céramique sculpture sur la thématique des plongeurs qui aura été faite pour l'École des Beaux-Arts de Marseille. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau. Autant Pignon n'a pas fait de sculpture, mais il aura fait, si vous voulez, son travail se sera déployé au moment où il fait la céramique d'Argenteuil. C'est probablement l'une des plus grandes céramiques, en tout cas à ce moment-là, en Europe, 50 mètres. C'est quelque chose d'absolument... Lui-même, d'ailleurs, est très angoissé par rapport à ça. Et vous allez comprendre, parce que il fait une maquette. Alors, il va évidemment avoir un maître céramiste avec lui, Michel Rivière. Ils vont devoir trouver une usine. Ils vont trouver une usine en Normandie qui est spécialisée dans la céramique, aussi bien la lave émaillée que la terre chamottée qui est cuite dans des fours. Mais il faut trouver des fours suffisamment importants. Et puis, quand Pignon travaille sur cette maquette, il prend parfois au tout début une espèce de, j'allais dire, de pâte à modeler. Et il rajoute un peu sur les lances ou sur les têtes de guerriers que vous distinguez, qu'on retrouve dans sa peinture. Vous voyez, ça c'est la série des Seigneurs de la guerre, c'est un tableau qui fait 1,80 m par 3,50 m, qui est aujourd'hui d'ailleurs, qui est entré en dation dans les collections du Musée national d'art moderne, au centre Pompidou, à la disparition de Pignon, il y a eu une dation. Et bien, à ce moment-là, c'est véritablement sa thématique. Et les Seigneurs de la guerre, c'est lié à l'actualité, c'est lié à son intérêt pour, je vous disais, la figure humaine, les têtes de guerriers. Et puis, il le dira à ce moment-là, ça c'est assez... Vous voyez, les sources d'inspiration d'un artiste. Quand il est mobilisé en 39-40, il se retrouve dans la Somme et il y a à un moment un bombardement ou quelque chose. Ils se mettent tous à plat ventre et là, à quelques centaines de mètres, il y a quelques soldats qui sont au sol et dont le visage est totalement... Les corps sont intacts, et ça l'a beaucoup marqué, mais les visages sont totalement tuméfiés, sont carmins. Et donc il explique ici que ce rouge, cette espèce d'amas comme ça, qu'on peut dire de viscères ou de corps, de magma, c'est aussi le souvenir comme ça très puissant chez lui de ces soldats qui sont intacts. Alors là, il n'en donne pas une vision intacte, mais en tout cas de sa propre vision. Et donc, vous voyez que la maquette reprend. Et donc, quand il travaille à cette maquette, quand il vient rapporter un peu de pâte à modeler pour, par exemple, allonger la lance, Rivière lui dit attention, attention, parce que rajoutant 1 cm de pâte à modeler sur une pièce qui va faire 25 mètres, on parle c'est peut-être 800 kilos, une tonne tout à coup. C'est-à-dire que d'un point de vue technique, parce que ce dont je me suis rendu compte, parce que je n'avais pas véritablement travaillé sur cette céramique sculpture, ils se sont, vous l'imaginez bien, posé énormément de questions par rapport à des sujets techniques, sur des questions de prise au vent, sur des questions de conservation, sur des questions de poids. Parce que la terre chamottée, bon, ça c'est une photo d'archives, où on voit le bâtiment en cours de construction. Alors Pignon dira que Roland Dubrul, l'architecte, a été quelqu'un d'assez extraordinaire parce qu'il a compris tout de suite qu'il faisait un bâtiment fonctionnel, un centre culturel qui avait vocation à recevoir des ateliers, mais que c'était véritablement, si vous voulez, une œuvre d'art qui allait couronner son bâtiment. Ce n'était pas, tiens, on demande à un artiste, et Pignon en parle dans ses textes, en disant Le Corbusier, c'était l'idée, c'est l'architecte, et puis éventuellement on demande à un artiste qui apporte un peu de couleur. Pignon était totalement opposé à ça. Il avait été membre dans les années 30 d'ailleurs de l'Art Mural, d'un petit groupe, et ça voulait bien dire ce que ça voulait dire, c'est-à-dire que c'est véritablement occuper l'espace et occuper l'espace urbain. Parce que vous le savez, vous parliez, monsieur, tout à l'heure de l'avenue Gabriel Péri. Je crois que ce projet s'inscrit, j'en suis même certain, dans aussi
aménagement urbain de la ville, avec la construction de nouveaux bâtiments, avec la percée de cette avenue Gabriel Péri, avec les bâtiments. Pignon va tenir compte du fait qu'il y a ce bâtiment arrière, dans l'arrière. Alors évidemment, on va lui dire, oui, il est moche, c'est les années 70. Enfin, bon. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est l'incapacité des gens à se replacer dans un contexte historique. C'est évidemment pas la 7e merveille du monde, ce bâtiment. Mais il faut expliquer pourquoi ça a été construit, dans quel contexte, avec la nécessité de loger des gens, de les loger dignement, dans des conditions où les gens avaient de l'eau au robinet. Enfin, il y avait encore dans ces périodes-là des gens qui vivaient dans des, si ce n'est des taudis, Et donc Pignon prend en compte toutes ces choses-là, et Roland Dubrul, par rapport à ça, est très, je veux dire, c'est pas un architecte qui, il est absolument, il se met en retrait, il fait un bâtiment fonctionnel. D'ailleurs, je disais tout à l'heure à Valérie Polis, puisqu'on est passé voir le bâtiment et la céramique sculpture, que, bah, vous savez, ces colonnes ou ces colonnettes, moi je trouve ça à la fin, cette espèce de rythme. Alors curieusement, ça renvoie à des bâtiments de Le Corbusier, où Le Corbusier a travaillé avec Yanis Xenakis, où Xenakis travaillait comme ça par rapport à des questions de musicalité, de rythme, cette façade. Mais je trouve qu'à la fin, il faut se replacer là encore dans ce contexte. Je trouve que c'est un bâtiment qui est assez beau. D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure les cartes postales que vous m'avez montrées dans le bâtiment, assez impeccable. D'ailleurs, je trouve qu'il est plutôt dans un bon état de conservation. Mais c'est assez... Je trouve que voilà, ça s'inscrit dans une époque. Et dans ça frappait un peu à l'époque parce qu'on n'avait pas l'habitude. C'est ça. Alors là, j'ai mis cette photo parce que ça montre la connivence, parce que Pignon, ce qui a été vrai avec ses poteries, où il a travaillé avec des maîtres potiers, il dessinait des choses, il lui tournait les pièces et lui travaillait, bah là c'est pareil. Si vous voulez, il fait ça avec un maître céramiste, parce qu'il y a des problématiques techniques que lui ne connaît pas. Il a connu, il s'est initié avec les maîtres potiers à Valoris dans les années 50, mais enfin c'est des pièces, les plus grandes pièces font on va dire 90 cm, là on parle. Et ça a été une problématique parce qu'on parle, vous savez, j'ai pris des notes, on parle de 5000, par exemple, 5000 pièces. Parce qu'en fait, il va sculpter, si on reprend l'exemple de son visage central, de cet homme du XXe siècle, il le sculpte au sol, donc c'est humide, il faut faire ça très vite, avant que ça sèche, avant les cuissons, et avant surtout les découpes, parce qu'il n'est pas question de prendre cette pièce qui... Vous avez une seule narine qui va faire 3,50 m. Et d'ailleurs, Pignon explique lui-même, quand il est arrivé la première fois, les ouvriers avaient commencé de travailler, et ça n'allait pas, parce que d'abord lui-même avait des difficultés à voir ce qui se passait, il avait l'impression d'être face à une colline, il ne distinguait pas puisque c'était au sol. Ça va vous donner une idée, voilà, par exemple, voilà les blocs qui étaient numérotés. Donc vous imaginez le chantier ensuite, quand ces blocs sont arrivés à Argenteuil, il a fallu les monter. Donc il y avait des plans, il y avait des numéros, Pignon venait régulièrement, parce que c'est quelqu'un qui a toujours été très investi dans les choses, on va dire, pratiques. C'est pas je fais l'acte créatif et puis après débrouillez-vous. Et il y a eu des problèmes, il y a eu des erreurs, évidemment, on ne peut pas en vouloir. Et donc il y a eu des sujets techniques. D'ailleurs, Pignon explique que l'architecte Dubrul il y avait un problème, il y avait la céramique qui était un peu plus longue. Il s'est arrangé dans sa construction pour que techniquement ça puisse tenir sur ce support. Là, j'ai mis cette photo, d'une part, pour vous montrer, tout ça est issu des archives de l'atelier d'Édouard Pignon, dans des livres de presse qui sont absolument abondants, parce que vous n'imaginez pas la presse qu'il a pu avoir. C'est absolument, je veux dire, c'est des artistes qui ont eu une telle notoriété de leur vivant. La céramique d'Argenteuil, et je pense que je le dis très sérieusement, il y a un livre pour raconter l'histoire de cette céramique. Je l'ai vu encore ce matin parce que je feuilletais dans le pressbook ou le livre de presse de l'atelier. Vous avez des journaux italiens, des journaux... il y a un journal de Lisbonne, il y a le Daily Mail ou je ne sais pas quel journal américain qui fait un papier sur Argenteuil. Et c'est parce que c'est une chose extrêmement importante. Alors je vous ai mis ça parce que bon, on voit à nouveau la maquette. Je ne sais pas où est passée cette maquette. Ça, ce serait intéressant. Il y a des recherches à faire. On les voit travailler. Alors les espaces étaient trop exigus compte tenu de ce projet gigantesque. Donc il a fallu installer une toile de tente à l'extérieur sur le terrain qui environnait les locaux de cette entreprise, qui était une entreprise très connue, l'entreprise des Marais, à Gournay-en-Bray, en Normandie.
Alors Pignon explique, ils ont installé leur grande toile de tente, puis il y a eu un coup de vent, tout est parti. Donc bon. Et vous voyez, on a les maquettes, Pignon est en train de travailler à une maquette. Sur le fond, il y a un agrandissement, on va dire, des seigneurs de la guerre. On distingue dans le fond des choses. Et on a au sol, comme ça, on semble apercevoir les lances, quelque part, de ce motif. Parce que vous avez, comme vous le savez, la guerre, cet homme du XXe siècle, qui, comme ça, occupe véritablement l'angle de ce mur. Et puis vous avez la vie, ou en tout cas, j'allais dire, la désespérance et l'espoir, la guerre et la vie de l'autre côté. Pignon travaillant véritablement, d'ailleurs Pignon explique, si vous voulez, je peux vous lire un passage, parce qu'il parle à un moment des rapports avec les ouvriers quand il est sur place. C'est issu d'un de ses livres. Hein. Il a publié 2 livres qui sont des textes d'entretien. Les questions ont été supprimées et puis il y a véritablement son... Et c'est Jean-Louis Ferrier qui a été le commissaire de la rétrospective du Grand Palais en 1985, qui était un philosophe, un sociologue et un historien de l'art que j'ai connu, qui m'a passé le relais en quelque sorte, qui était un personnage tout à fait passionnant. Et il interroge Pignon, et Pignon, à un moment, il dit « Les rapports avec les gens de l'usine étaient plutôt tendus. Des rapports uniquement techniques, avec les directeurs des rapports plutôt gênés que coopératifs, avec les responsables des fours également. Il n'était pas question d'avoir des rapports sur le plan esthétique avec eux. Ils ne comprenaient pas grand-chose à ce qu'ils voyaient. Il faut dire que c'était difficile à comprendre, puisqu'ils n'apercevaient jamais rien qui leur donnait à voir quelque chose pour eux. Ils étaient d'ailleurs persuadés que tout allait avorter. Nous n'avons pas exécuté dans le confort cette immense céramique sculpture. » Ensuite, il parle du côté financier, parce que tout ça, c'était aussi compliqué à mener. Avec les ouvriers, c'était très différent. C'était un autre type de rapport. Au début, ils nous appelaient les artistes avec dérision. Mais quand ils nous ont vus travailler, d'abord quand ils nous ont vus travailler, ils ont commencé à avoir une certaine considération. Ils voyaient que nous étions des tâcherons. Nous commencions le matin en même temps qu'eux, et nous finissions seulement à la nuit noire, quand eux étaient déjà partis depuis longtemps, et pendant des mois. En plus, même s'ils ne comprenaient pas dès l'abord la signification artistique, ils sont sensibles à la passion que l'artiste met dans son travail. Ils voient qu'il ne triche pas, qu'il ne cherche pas à s'en tirer au mieux, mais que 10 fois, il recommencera un morceau pour qu'il corresponde exactement à ce qu'il veut. Au bout d'un certain temps, les manœuvres, les ouvriers ont pris conscience que ce que nous faisions, ce n'était pas une grande décoration tranquille, mais que chaque centimètre avait pour nous une signification, que nous voulions jouer ni avec la facilité, ni avec le hasard, et que tout ce que nous faisions répondait à une démarche de l'esprit. Alors je vais arrêter parce que c'est assez long. Mais donc vous voyez que il a véritablement contribué, et je pense qu'il le dit, d'ailleurs il y avait parfois des moments d'angoisse parce qu'ils ne voyaient pas où ils allaient, parce que c'était totalement démesuré. C'était immense comme chantier. Et on s'en rend compte quand on est face à la céramique. Alors il faut essayer de se remettre dans le contexte, d'essayer de comprendre qu'il y a ces morceaux et que quand on est devant... Alors il y a peut-être une photo, oui voilà, alors là vous voyez une photo où il est en train de sculpter, alors je ne sais pas si c'est une narine, un œil ou que sais-je, et puis tout ça va être découpé. Alors j'imagine que les cordes qui sont ici sont des choses par rapport à des questions de proportion. C'est comme si vous voulez, quand vous dessinez de manière traditionnelle, puis on a fait des choses comme ça, mais on le voit beaucoup dans les dessins anciens, dans les dessins du 15, 16e siècle et après, ce qu'on appelle une mise au carreau. Ça vous permet d'avoir des questions de proportion. Je pense que ça relève aussi de ça. On distingue à nouveau cette maquette qui, objectivement, est assez belle. Je pense qu'il y a vraiment un travail à mener. Ça sera assez formidable qu'à Argenteuil, il y ait un lieu définitif qui soit, parce que vous avez cette céramique sculpture qui est quelque part l'emblème de la ville, et ce serait absolument génial, et je suis sûr qu'on pourra en parler avec les élus, avec monsieur le maire, faire quelque chose, et je suis sûr qu'il pourrait y avoir même,
Si on ne retrouve pas la maquette, il y a des aquarelles, de la série des Seigneurs de la Guerre. Enfin, expliquer, commenter. On sait à quel point aujourd'hui dans les villes, le passage, le tourisme, Argenteuil, je ne sais plus qui m'a dit tout à l'heure, avec beaucoup de raison, c'est vous, monsieur, Argenteuil à sa tour Eiffel, c'est la céramique sculpture d'Édouard Pignon. Ben, je dois dire que c'est la réalité. On peut ne pas aimer, il faut remettre ça dans un contexte, il faut le repositionner, mais c'est une pièce extrêmement importante, patrimoniale, qui est d'ailleurs référencée comme telle dans les ouvrages d'histoire de l'art du XXe siècle, enfin bon, j'en passe. C'est pour ça qu'il faut entretenir. Oui, alors, ce qui est très intéressant, et ce que j'ai vu tout à l'heure, parce que je n'étais pas venu depuis quand même pas mal d'années, c'est que Campignon, Rivière s'inquiète sur la question de... il y a un passage là-dessus, dans le livre, l'infiltration de l'eau, enfin, comment ça va résister. Moi, je dois dire que quand même, ça, c'est extrêmement réussi, parce que pour une œuvre qui n'a pas été entretenue, bon, il manque 3 carreaux, on l'avait émaillé, ça, c'est rien, absolument rien. Ça, il faut le restaurer. Elle a plutôt extrêmement bien vieilli. Donc, je veux dire, ça s'inscrit dans le temps. Donc, ça montre à quel point aussi c'était des gens extrêmement professionnels. Michel Rivière était extrêmement connu. Pignon s'est entouré de gens qui étaient de véritables professionnels dans le domaine. Ça, c'est une photo tirée toujours d'un article de presse. Donc, c'est une photo en couleur, il en existe peu. Donc, c'est toujours intéressant. Parce que Pignon venait souvent. Alors ça, c'est une partie qu'on distingue moins, avec ce personnage sur la gauche, on retrouve, vous l'avez vu, hein, souvenez-vous, ces paysans courbés, ces personnages des années 50. Il y a donc véritablement une continuité, une rectitude dans ce travail, c'est-à-dire ce travail sériel avec des sujets, des thématiques qui vont, qui viennent dans son travail. Surtout, ce que je trouve toujours fascinant, c'est vrai dans les grandes céramiques sculptures comme celle de Lille. Alors ça, c'est le catalogue c'est de la documentation sur le catalogue de l'exposition au musée Galliera dont je vous parlais. Une œuvre de la série des hommes à l'enfant. Il y a toujours ce contrepoint, la guerre, les maternités, la guerre, les hommes à l'enfant. C'est-à-dire qu'il reprend le thème des années 50, le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est assez amusant. C'est un article, je ne vais pas m'empêcher de le montrer, c'est dans Match en mai 1970, au moment de la rétrospective, au moment de l'inauguration à Argenteuil, au moment où vous avez l'exposition sur les têtes de guerriers et seigneurs de la guerre au musée Galliera à Paris, et où vous avez, vous le savez bien, le poids des mots, le choc des photos, cette photo panoramique, et avec ce texte, ancien mineur, tous les plus grands musées du monde se disputent ces toiles. Ce qui, à ce moment-là, n'est pas tout à fait faux, mais bon, il est d'une génération d'artistes, on ne va pas entrer, ce n'est pas le moment, pas le lieu, ce serait beaucoup trop long, mais il est de cette génération d'artistes français, alors qu'ils sont montrés dans les musées en France. Il a eu sa rétrospective en 1966, consécration au Musée national d'art moderne, une très forte actualité en 1970, Argenteuil. En termes de temporalité, Argenteuil, il y a une inauguration à la presse le 5 mai 1970, l'inauguration officielle en octobre 1970. Vous avez vu son exposition au musée Galliera du 12 mai au 30 mai. Il y a une rétrospective de dessin à la Galerie de France au même moment, une exposition de petites aquarelles à la Galerie Reichenbach. Il y aura une exposition à Berlin, dans les musées de Berlin, dans les mois qui vont suivre. Pendant l'été 1970, il y a une exposition aussi au musée Ingres à Montauban. Enfin, vous voyez, il y a une actualité très très forte. Argenteuil est un moment particulièrement important et c'est une céramique unique parce que vous voyez, et vous le savez, elle associe la terre chamottée, ses reliefs, et la lave émaillée. Il y a cette pièce qui est impressionnante, qui est à Lille, que vous pouvez, quand vous irez à Lille la prochaine fois, aller la voir. Elle est dans le quartier Saint-Sauveur, elle est tout près de la gare de Lille, vous faites un crochet de quelques minutes. C'est un groupe scolaire de mémoire, ou c'était un groupe scolaire, et vous avez cette céramique qui fait 10 mètres sur 20, qui est assez impressionnante, qui est très belle, où vous retrouvez cette technique des plaques en lave émaillée, qui sont très belles, très bien conservées.
où vous avez là aussi cette thématique entre l'homme à l'enfant et le combat de coq, entre, j'allais dire, la passivité, la joie de vivre, le plaisir, si vous voulez, de s'inscrire dans un temps, dans une société, et puis vous avez le combat de coq qui peut, lui, incarner la guerre, la dissociation. Bon. Mais je veux dire, cette céramique, elle est très impressionnante, elle est particulièrement belle par Là, on voit le soin, vous le distinguez d'ailleurs, mais si vous allez la voir, vous distinguerez, j'ai d'ailleurs quelques photos dans le téléphone, sur la qualité de l'émail. Mais c'est quelque chose, si vous voulez, par rapport à Argenteuil, qui est quelque part, qui est, j'allais dire, ni plus ni moins, je ne veux pas minimiser, mais un tableau, c'est une surface plane, c'est en céramique pour pouvoir résister au temps. Alors qu'Argenteuil, c'est un autre sujet. Et Pignon avait commencé son premier rapport à la céramique, en dehors des poteries dont je vous ai parlé, c'est en 1958, pour le pavillon de la ville de Paris, pour l'exposition de Bruxelles, l'exposition universelle de Bruxelles en 1958. Il y a un pavillon de la ville de Paris, et la ville de Paris lui commande, de la même manière qu'on lui commande à Argenteuil, une espèce de panneau, et qui est là aussi un panneau, si vous voulez, constitué, vous le voyez, de différents morceaux, en lave émaillé, et là il prend la thématique de l'homme à la fleur, de personnage comme ça, qui est quelque chose aussi qui s'inscrit dans cette question de l'art mural, du décoratif. L'image n'est pas très bonne du combat de coq. Il reprend en peinture, à l'aquarelle, alors que le combat de coq, c'est plutôt 59, 61, 62. Dans les années 67, 68, 69, il reprend la thématique en peinture, mais en soutien de commandes qu'il a reçues. Là, c'est une céramique sculpture à Marles-les-Mines, qui est sa ville, on va dire sa ville natale, dont son frère, je vous parlais de cette famille, son frère est devenu maire de Marles-les-Mines. Alors là, c'est un peu différent, parce qu'on a du volume. Imaginez une structure en béton qui est dessinée, qui est découpée, qui est constituée, donc c'est à ce volume parce que vous avez 3-4 parties, et vous avez les plaques en lave émaillées qui viennent donner du relief, avec bien entendu là aussi des maquettes, des choses à l'aquarelle, des maquettes en volume, en contreplaqué. Voilà par exemple un tableau de 1968 qui est dans les collections du Lac à Dunkerque, qui était accroché d'ailleurs là pour l'anniversaire, pour les 40 ans du Lac. Donc ça c'est typiquement un tableau de combat de coq qu'il peint pour se réapproprier le thème pour les céramiques sculptures. L'une, si ce n'est la dernière céramique sculpture importante qu'il fera, pour un centre de formation des télécommunications, en gros les PTT, devenu France Télécom. Là aussi, une grande céramique qui fait 20 mètres et qui est en 3 parties, vous le voyez, qui se déploie sur la thématique des plongeurs, avec, vous voyez comme ça, ces plongeurs, les pieds, la vague. Céramique sculpture qui est plutôt, elle aussi, en bon état aujourd'hui. Il y a une partie qui est endommagée, mais qui, vous voyez, le problème des œuvres qui s'inscrivent dans l'art, c'était important pour Pignon que l'art soit dans la rue. Mais la chance à Argenteuil, c'est que l'œuvre, elle est toujours là, et c'est une œuvre, on va dire, urbaine, qui est là, qu'on apprécie, qu'on n'apprécie pas. Je ne suis pas revenu, mais vous connaissez ça aussi, sur la façon dont les gens ont appréhendé l'œuvre. On en parlait tout à l'heure. Par exemple, la station-service qui est en face de la... Pignon, elle était déjà là, et Pignon explique, il en parle d'ailleurs dans un texte que je pourrais trouver. Les pompistes, au départ, comme la population, ils ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient, comme tout le monde. C'était bon. Et en fait, Pignon explique que les plus grands ambassadeurs après de la céramique, c'était les pompistes, parce que les gens arrivaient, faisaient le plein, regardaient. Et le type, on disait, mais enfin, voyons, vous voyez bien ici, regardez. C'était surtout les communistes aussi. Peut-être. Voilà. Oui. Aussitôt, c'était les communistes. Oui. Pour vous montrer cette thématique. Maintenant, on part sur une œuvre d'art, c'est plus la même chose. Oui, bien sûr. Oui, il faut aussi voir, vous avez raison, il faut voir les choses dans leur contexte, le commentaire qui en est fait à l'époque, et puis s'inscrire dans un temps historique. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut plus, de toutes les façons, il n'est pas question du tout de regarder cette œuvre comme elle a été vue dans les années 70. C'est une œuvre patrimoniale, c'est une œuvre
absolument importante, de par d'ailleurs, vous l'avez compris, ce déploiement technique qui a été mis en place. Elle est extrêmement importante dans l'œuvre d'Édouard Pignon. C'est une œuvre unique parce que les céramiques sculptures que je vous ai montrées, c'est la seule qui associe la terre chamottée, je le répète, les laves émaillées et qui se déploie sur un mur aussi imposant, qui occupe, on va dire, qui couronne ce bâtiment, donc qui est une œuvre aussi, je veux dire, architecturale, qui est une collaboration avec un artiste, avec un architecte. Donc ça en fait une pièce tout à fait unique qui mérite alors effectivement d'être un peu restaurée, revue, et puis qui sera assez formidable d'éclairer le soir. Et nettoyer un peu, mais il n'y a pas... oui, bon... Ça, on a du mal à le faire comprendre à Georges. Il faut toujours donner du temps au temps. Il faut aussi se dire, c'est vrai, il faut se dire que quand Pignon l'a fait, c'est un artiste contemporain qui faisait ça. Et appréhender l'art contemporain, c'est tellement facile. Mais c'est pas facile pour des tas de gens. Et Pignon en avait bien conscience. Bien sûr, il considérait que quelque acte créatif, il n'y avait pas une peinture, comme il le disait lui-même, pour des ouvriers. Ça n'avait pas de sens. Mais pour autant, il faut partir du principe que ce n'est pas évident pour un certain nombre. Et moi-même, il y a des choses qu'on peut regarder, on peut s'interroger. D'ailleurs, c'est là pour ça. L'art est là pour nous donner à voir, nous interroger sur le monde, sur l'environnement qui est le nôtre. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette œuvre-là, elle... Ça dépasse le cadre communal. Ah ben ça dépasse largement, c'est une œuvre patrimoniale, elle est, si vous voulez... exactement. Vous avez su... Non. C'est la dernière diapositive. Il y en a d'autres, mais je crois qu'on peut... Après, j'avais, si vous voulez, mais je peux les faire défiler, je vous montrais des œuvres des années 70, c'est-à-dire qu'après la céramique sculpture, ils s'engagent dans de nouvelles séries, et vous voyez là encore la série des nus, encore une thématique de l'histoire de l'art, mais avec quelque chose toujours cette question de l'image totalisatrice, avec ce cadrage aussi. Il prendra d'ailleurs un modèle. Quand je dis un modèle, au départ, Et puis il y a une jeune femme dans le midi de la France, dans le sud, qui lui dit « Ah maître, j'aimerais poser pour vous ». Et puis ensuite, il a demandé à Hélène Parmelin, son épouse, lui dit « Tu ne pourrais pas retrouver la petite, parce que réflexion faite, ce serait pas mal ». Et il fait des séances de pause. Alors ça a donné lieu à des séries entières qui ont été montrées d'ailleurs. Il y a eu dans les années 70 des expositions importantes dans une galerie à Milan, qui a montré toute une série avec un très beau catalogue remarquable de dessins au crayon. Et puis ça a donné lieu à ces grands tableaux, les Grands Nus Rouges, qui sont aussi l'une des séries emblématiques de l'artiste. Et puis les dernières années, c'est ensuite les thématiques des plages, des Dames du Soleil, de cette liberté en fait. Cette génération de peintres de l'après-guerre, on veut les regarder par le prisme, si vous voulez, des années 50, parce que ce seraient les peintres des années 50. Mais en fait, ce sont des peintres qui se développent et qui deviennent totalement maîtres de leurs moyens, totalement libres dans les années 70-80. Mais au moment où on ne veut plus les regarder, parce que c'est générationnel, parce que l'histoire de l'art est passée ailleurs, parce que leur peinture est jugée trop classique à ce moment-là. Alors que ça, on pourrait se dire quelque part, on supprimerait la signature et les dates, on pourrait se dire que ça a été peint par un jeune peintre aujourd'hui. Il y a un retour à la figuration, il y a un retour... Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Bon, ça c'est une photo de lui, c'est assez amusant parce que lorsqu'il a eu sa rétrospective au Grand Palais en 1985, il a travaillé sur une maquette, alors assez sommaire on va dire, vous savez, il a fait lui-même, ils ont découpé. Et avec Jean-Louis Ferrier, il voulait voir l'accrochage. Et aujourd'hui, vous savez, dans les musées, on fait des maquettes avec du Cadapac, enfin, ou du contreplaqué, avec des reproductions. Là, ce qui est très amusant, et ça existe, il faudrait là aussi le publier un jour, Pignon a fait en miniature, a reproduit ces tableaux. Donc toutes les petites vignettes que vous voyez, ce n'est pas du tout des timbres-poste, des choses réduites. Avec la photocopie, ça aurait pu être fait. Non, ce sont des choses peintes à l'aquarelle et tout, et qui sont... je vous ai montré l'ouvrier mort tout à l'heure, vous l'avez peut-être en tête.
ici, vous voyez l'ouvrier mort de 1952. Et c'est exactement le tableau. Je distingue, moi, très bien, alors, je connais bien l'œuvre, les portraits de mineurs, les combats de corps, les oliviers. Donc c'est assez remarquable. Et ils avaient travaillé comme ça pour la rétrospective du Grand Palais. Bon, ça, c'est Pignon avec Jack Lang, qui est là. D'ailleurs, Jack Lang, il faut le dire, qui a voulu aussi, à son arrivée au ministère, que cette génération de peintres français soit reconnue. Alors, il l'avait, j'allais dire, que ce soit Pignon, Alfred Manessier, Maurice Estève, Jean Bazaine, Jean Hélion, ils avaient tous eu à peu près une rétrospective dans les années 60 au Musée national d'art moderne. Mais voilà, il y a eu cette volonté, qui est une volonté, enfin, quand je dis politique, de dire il faut que cette génération de peintres français, parce que Pignon en 85, il a 80 ans. Donc autant dire que c'est un homme, il est plutôt... donc c'est quelque chose d'extrêmement important pour lui. Et cette exposition a eu... Moi, ça m'amuse toujours parce que, comme je vous le dis, je ne l'ai pas vu. C'est ce qui a été le déclic d'un artiste. Le parcours de cet homme, sa peinture, l'importance qui était la sienne, aucun travail universitaire, ça m'a donné envie. Et je me suis dit, si je peux en plus rencontrer cet homme, ce qui a été le cas, c'était absolument formidable. Mais il y avait par exemple le Trésor, alors ce n'était pas Yves Mourouzi ce jour-là, mais le Trésor de TF1, ou je ne sais plus, on trouve ça à l'INA aujourd'hui, à l'INATEC. Vous avez la journaliste qui fait son journal et puis qui dit on va être en duplex, en direct, et vous avez le journaliste qui interroge Pignon, ils sont au Grand Palais. Enfin, donc ça a été extrêmement médiatisé. Bon, et puis les choses se passent, et puis l'artiste disparaît. Il y a eu une grosse... Alors moi j'ai organisé un certain nombre d'expositions, mais c'est aussi générationnel. Il y a un certain nombre d'artistes qui vivent... Mais enfin, Pignon, si vous le savez, est quand même dans les grands musées du monde. Hein. Je veux dire, il est au MoMA, il est au Studlick, il est... Enfin bon, je veux dire, voilà, il est installé. Et je dois dire que de son vivant, parce qu'il y a toujours des gens qui disent oui, mais il aurait pu... Il a quand même été extrêmement montré dans les musées français, dans les musées. Dans les années 70, il y a eu, organisé par l'AFA, qui était en fait la structure culturelle du ministère des Affaires étrangères, une exposition itinérante à Luxembourg, à Bologne, à la Galerie d'Art Moderne de Bologne, dans des tas de pays, je veux dire, où vous aviez à chaque fois reçu les ministres de la Culture, les corps diplomatiques, enfin, donc... Bon, voilà. Et quand vous voyez effectivement la presse, comme je vous le disais tout à l'heure, et ça, je vous montre ce tableau parce que c'est pour clore, parce que c'est le dernier tableau, ou l'un des derniers tableaux qu'il ait peint. Je vous l'ai dit, il mourra en 89. Ça, c'est un tableau en 93, de 1989-90. Il se trouve que j'étais tout jeune étudiant. Je venais... Parce qu'en fait, l'histoire a été la suivante, c'est que j'ai fait ce mémoire. Et il se trouve que le fameux directeur de l'Institut, qui ne voulait pas qu'on s'intéresse à l'art contemporain, voulait à ce moment-là qu'on fasse des mémoires très conséquents. Il se disait, il faut que vous prépariez votre entrée dans la vie active, donc il faut que vous fassiez ce mémoire, non pas sur une année, mais sur 2, mais vous allez consacrer votre travail à la rédaction, sur une recherche-rédaction 1 an et demi, et puis les 6 mois, vous faites un stage dans un musée, dans une galerie, où vous voudrez, vous commencez à voir de quelle manière vous pouvez vous insérer de par vos études. Et j'avais donc fait un volume d'illustrations et au passage de texte très important. Et je suis allé à Sanary, d'ailleurs, à la fin de l'été, le présenter à Pignon avant la soutenance. Et il avait eu ce mot, je me souviens, en me disant « Ah oui, c'est un catalogue raisonné ». Je lui ai dit « Mais enfin non, voilà, c'est un aperçu pour le jury qui va de votre travail du début jusqu'à aujourd'hui et en passant par les différentes techniques, l'aquarelle, la peinture, le dessin, la céramique, les céramiques sculptures. » Et puis cette idée nous est restée en tête. On s'est revus. Puis son épouse, Hélène Parmelin, un jour m'a dit « Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On le fait ce catalogue raisonné ou pas ?» Et c'est comme ça qu'ensuite, je n'étais pas encore à Paris, je venais chaque semaine à Paris, je passais 2 à 3 jours dans l'atelier pour travailler sur les archives, pour classer des choses, pour classer des œuvres aussi. Il y avait une œuvre graphique très importante. Et donc j'ai vu Pignon, si vous voulez, à la fin de sa vie, il commençait à perdre la vue, ce qui pour un artiste, évidemment, pour chacun d'entre nous, mais qui plus est pour un artiste, est assez dramatique. C'est assez terrible. Et la série des nus rouges entamée dans les années 70, l'utilisation du rouge, alors vous l'avez vu, c'était un coloriste hors pair. Et
Et Nicolas Pignon me le rappelait il y a quelque temps parce que lui l'a vécu. Il était dans l'atelier, donc son fils était dans l'atelier. Pignon peignait, il a peint, c'était ses rouges. Il a posé les pinceaux et il a dit « Écoute, je ne sais pas, je ne vois plus, je ne vois pas, mais c'est vraiment rouge. » Et c'est son dernier tableau. Et c'est en fait un peu le testament de l'artiste. Vous savez, il y a eu des expositions thématiques sur les œuvres, l'œuvre ultime. Et ça, c'est véritablement, j'allais dire, oui, c'est vraiment... Et puis c'est un très grand tableau. Hein. C'est un tableau qui fait 2 mètres par 2 mètres 60. C'est un homme qui déplaçait les œuvres dans l'atelier de manière très... C'est une force de la nature. D'après ce que j'ai compris, il était manuel. Oui, de par son parcours, de par son... c'est quelqu'un qui... Peut-être qu'on peut... Ouais, c'est super. Merci beaucoup. Je pense qu'on vit en ce moment tous ensemble un moment vraiment très important pour la vie d'Argenteuil, puisque on a rassemblé des pièces de puzzle qui manquaient. Oui. Et donc c'est vraiment très important ce qu'on vit en ce moment. On va vous laisser un temps d'échange et de parole. Je vais profiter de la présence de Madame Chantal Jublard, adjointe à la culture de la ville d'Argenteuil, qui a un agenda, je pense, très complet, surtout aujourd'hui, pour prendre la parole. Donc Chantal, si tu veux, viens à ma place. Voilà, profite de la présence de Monsieur Philippe Boucher pour peut-être répondre à ses questions aussi. Peut-être que toi tu en as, mais peut-être que lui aussi Bonjour madame. en a également. Voilà. C'est assez étonnant hein, de se fondre dans le quand je viens dans le rouge de la toile. C'est toujours un grand bonheur, même si ça n'est qu'une reproduction. Avec un tel beau tableau pour quelques enfants. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on se connaît tous ici assez bien. Je ne vais pas me représenter. Je voudrais surtout vous dire à quel point ça a été un bonheur pour moi de vous écouter. Merci. Vraiment, on a appris des choses et puis on s'est replongé dans cette histoire commune et puis on a retrouvé un autre regard sur cette œuvre que nous abritons et sur aussi cet artiste totalement fabuleux et central dans l'art du XXe siècle. Saluer l'imagerie qui nous donne cette occasion-là aujourd'hui et c'est vraiment très important. Valérie disait, les week-ends d'été sont toujours très chargés dans une ville comme Argenteuil, c'est normal, c'est une grande ville, mais je tenais vraiment à être avec vous aujourd'hui, même si, excusez-moi encore, je suis arrivée un peu en retard. Je vous en prie. Je voulais vous dire que moi, quand je suis arrivée à Argenteuil, j'arrivais dans la ville de Monet. Et d'ailleurs, tous mes amis, je suis arrivée là, j'étais très jeune, mes enfants n'étaient pas nés ou très petits, donc et tout le monde me disait, tu vas dans la ville de Monet. Et j'arrive et je vois cette fresque. Et je me dis, bah, ça alors, je voyais pas grand-chose de Monet, à part une maison dans laquelle on ne pouvait pas pénétrer à l'époque, puisqu'on l'a inaugurée aux dernières journées du patrimoine. Je pouvais imaginer des tableaux, je pouvais repasser dans des endroits, mais par contre, cette fresque monumentale s'imposait à nous et franchement, il y a 30 ans, quand on parlait de la fresque, j'emmenais pas grand monde avec moi dans cet élan avec la fresque et avec Pignon. C'était même assez étonnant. Enfin, moi qui venais d'ailleurs à ce moment-là, j'étais très étonnée de voir comment on avait cette œuvre qui accueille tous ceux qui arrivent à Argenteuil, qui était inscrite dans l'histoire d'Argenteuil, que beaucoup avaient vu construire et qui était aussi peu reconnue et même assez dévalorisée, voire dénigrée. Donc je partageais assez peu mon plaisir de la voir. On a beau dire, peut-être que ça ne vous plaît pas, mais c'est quand même une œuvre majeure, donc c'était quand même un peu limité. Et puis,
sur des dates assez récentes, d'il y a quelques années, on a senti les choses twister un peu. Et puis j'entendais des gens qui, à Argenteuil, parlaient. Je disais, ah ouais, c'est quand même pas mal. Alors, comme vous le disiez, faut parfois du temps. Et puis, on a quand même un visage extraordinaire qui nous regarde. Oui. Et je pense qu'il faut pouvoir soutenir ce regard-là. Et je ferai une toute petite aparté pour dire que je constate qu'il y a à peu près le même phénomène avec l'éphémère de Zloty. Il faut pouvoir soutenir le regard de l'éphémère de Zloty. Et je constate aussi que pour certains, c'est assez difficile. Mais je crois que la force de cette œuvre-là était peut-être assez sidérante et peut-être aussi dérangeante parfois. Et tout d'un coup, elle était dans le paysage et les regards pouvaient se soutenir, se croiser, se soutenir. Et les Argenteuillais commençaient à pouvoir la regarder et peut-être aussi se regarder, comme on se regarde toujours un peu dans une œuvre d'art. Et jusqu'à ce que nos amis philatélistes en fassent une reproduction. Et alors là, je ne sais pas si... Enfin, moi, je l'ai senti un peu comme ça, mais ce serait... Bon, j'ai pas fait d'études, j'ai pas fait de sondage, mais... Et depuis quelque temps, cette fresque a retrouvé ses lettres de noblesse, a retrouvé sa place, ou la retrouve de plus en plus. Et on me dit, mais il faut t'occuper de cette fresque, que fais-tu avec cette fresque ? Alors, je voulais vous rassurer. Le maire, que vous évoquiez tout à l'heure, élaborer un musée à ciel ouvert. Évidemment, quand on commence à élaborer un musée à ciel ouvert à Argenteuil, on pense au street art, à l'art urbain, mais quand on a cette fresque-là en entrée de ville, c'est l'œuvre majeure, enfin c'est le socle. Alors, je n'osais pas trop le dire, parce que je me disais, je vais me faire... ça va pas être simple, là. Bon, mais pour moi, c'était le début de ce musée à ciel ouvert était là. Et du coup, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à m'apercevoir qu'on pouvait parler de cette fresque de façon beaucoup plus apaisée, beaucoup plus tranquille, entendre des gens qui me disaient « mais c'est quand même assez saisissant ». Tout le monde ne dit pas « qu'est-ce que c'est beau ». D'ailleurs, je ne suis pas sûre que ce soit important. Mais en tous les cas, assez saisissant, ça c'est vrai. Et j'ai donc tout de suite, mais ça a été une des premières choses que j'ai faites en arrivant dans mon bureau, ça a été de demander à ce qu'on fasse expertiser l'état de la fresque et à ce qu'on fasse faire des devis sur son entretien ou sa restauration. Alors il y a deux choses importantes là, c'est que l'expertise a effectivement conclu qu'elle n'était absolument pas en danger. Parce qu'effectivement, moi je ne savais pas s'il n'y avait pas des infiltrations d'eau. J'ai dit, si c'est une femme qui a fait ça, j'ai dit, si elle constate qu'il y a des carreaux qui bougent un peu, ce ne sera pas joli tout de suite, mais il vaut mieux les enlever plutôt que de risquer la chute des carreaux. Bref. Elle nous a affirmé que cette fresque n'était pas du tout en danger. Par contre, les devis qui ont suivi étaient un peu... C'est quoi ? Et j'en ai fait faire plusieurs en me disant que peut-être on allait avoir comme ça des montants très différents, ce qui est le cas. Au point que je me demande, moi qui ne suis pas spécialiste de la chose, si celui qui est le moins cher, c'est vraiment un travail qui sera bien fait, et comme on passe au triple ou autre. Là-dessus, j'ai failli... Enfin, je m'étais dit, on va en faire d'autres. Bien sûr. Puis on va se renseigner. Ceux à qui je demande de faire ça, vous les connaissez, hein, on se connaît tous depuis longtemps. Isabelle Lefebvre, qui est au service des archives, elle sait s'adresser à des gens compétents. Mais c'était quand même étonnant, ces écarts qu'on avait. Et donc, je m'apprêtais à faire refaire d'autres devis pour voir si ça confirmait les écarts aussi. Et là-dessus, l'impact du Covid sur le budget municipal, vous l'avez tous appris, hein, par le maire, par une voie ou par une autre, y compris en conseil, 8 millions en sortie de Covid. Là-dessus, on enchaîne sur la guerre en Ukraine, où on est obligé d'aider l'entreprise qui finit les écoles à payer les poignées d'école à cause de la flambée des matières premières. Bref, comme elle n'était pas en danger, je me suis dit que finalement, j'allais opter pour une stratégie qui à mon avis, est plutôt
il faut faire de sa faiblesse sa force. Et que faire simplement une restauration de la fresque de Pignon, c'était pas le sujet. C'est très important, mais qu'il faut en profiter. Et puis, puisqu'aujourd'hui, je sens que vous êtes prêts à l'accueillir, il faut en profiter pour sortir les archives, il faut faire un événement autour de cette rénovation. Il faudra refaire une inauguration. On s'y retrouvera, je l'espère. Et vous aurez, sachez-le, Nicolas Pignon, le fils d'Édouard Pignon, sera, quand je dis un fort soutien, oui, on peut même, je l'exprimais tout à l'heure, je ne m'avance pas du tout, vous auriez l'intention, l'envie de faire vivre, je ne sais pas où, à Argenteuil, un lieu qui soit un lieu où le public, les visiteurs, les gens qui vivent dans la ville puissent... je ne sais pas, par exemple, il y a une chose, mais ça, c'est pas très compliqué. La maquette que l'on voit, je ne sais pas où elle est. Moi non plus. Mais ça vaudrait vraiment avoir un lieu qui permette de présenter, par exemple, la maquette, oui. Une ou deux, des œuvres préparatoires. Je suis convaincu, je prends les devants, que Nicolas Pignon... Non, on a sûrement des choses. Moi, j'ai demandé à notre archiviste, responsable des archives, Mme Isabelle Lefebvre, de commencer à regarder, oui, bien sûr. de commencer à regarder tout ce qu'on a dans les archives qui sont proprement sur la fresque, et puis aussi sur ce qui pouvait aussi, parce que vous avez raison, il y a aussi une question de contexte. Les années 70, c'est vraiment la reconstruction de la ville, enfin la fin de la reconstruction de la ville. C'est le quartier du Val qui est primé au Japon. Il faut se souvenir de ça. Bien sûr. Et donc, moi, je ne souhaite pas qu'on fasse ça comme une pure, comme on restaurerait un bâtiment comme un autre. Il faut vraiment qu'on fasse de l'événement. Alors ça tombe bien qu'elle ne soit pas menacée, parce que vous le savez aussi, on a les Jeux Olympiques, et moi je souhaitais qu'on ait le label Olympiade culturelle, Ville Olympiade culturelle. Donc on a une actualité très forte qui nous attend, qui sera doublée des 150 ans de l'impressionnisme. Alors entre Giverny et Orsay, j'espère qu'Argenteuil prendra sa place. Donc on a aussi un challenge devant nous. Je vous dis en passant que quand Christophe Léribaud, président d'Orsay, que vous connaissez, vient à Argenteuil, il l'a fait en photo, la fresque. Il a fait plusieurs photos, bien sûr, mais celle-là... J'ai parlé de Pignon avec lui il y a un mois et demi. Ben voilà. Et il vous a dit qu'il avait fait la photo à Argenteuil? Non. Je vais lui en vouloir. Oui, donc là, je vais laisser passer les Jeux Olympiques, et puis aussi faire d'autres devis. Regardez s'il y a une ou si vous avez des adresses. Alors, moi, je suis preneuse. Hein, on peut regarder ça. Et puis, et ce que je voudrais, c'est donc à partir de l'année 2025, pouvoir, puisque 2024, c'est cette année-là, impressionniste et JO, pouvoir vraiment travailler sur cette mise en valeur, mais qui s'articule aussi. Je discutais avec les amis de Georges Braque. C'est Argenteuil, vous êtes dans une ville, c'est le berceau de l'impressionnisme. Avec Zloty, c'est vraiment l'origine de l'art urbain. C'est pas New York, faut pas croire ce qu'on nous dit. C'est une des villes emblématiques, jumelée avec Dessau, où se développe l'architecture et le reste du Bauhaus. Donc franchement, on a de quoi faire devant nous, et moi je voudrais, à partir de cette prochaine étape, pouvoir effectivement parler de tout ce contexte et artistique de ces artistes qui ont habité chez nous et qui nous habitent encore, et puis ce contexte plus général de cette ville qui se reconstruit avec cette idéologie, enfin je ne sais pas si on peut parler d'idéologie, mais en tous les cas cette utopie. Oui, plutôt ça, parce que franchement, ils n'étaient pas tellement dogmatiques. Du Bauhaus, et qui renouvelle la ville, et qui la jette dans un avenir comme ça. Et c'est finalement aussi ça, ce que ça nous raconte, cette bien fresque. sûr. Et voilà le projet pour 2025, en espérant que
je pense qu'on ne va pas se faire une deuxième pandémie. On espère que les événements chaotiques en Europe ne vont pas nous empêcher d'avancer et tout en les soutenant d'ailleurs. Mais voilà ce que j'avais envie de vous dire sur cette fresque et puis remercier aussi nos amis qui l'ont quand même mis en valeur et ça a permis sûrement un nouveau regard que vous poursuivez l'imagerie aujourd'hui. Merci beaucoup, Chantal Juglar. Mais concernant les devis certainement exhaustifs que vous avez reçus, peut-être qu'il y a un entre-deux à envisager, et en tout cas des travaux plus urgents que d'autres, plus prioritaires, comme les carreaux qui sont tombés. On l'a vu tout à l'heure, il y a un verre mort qui recouvre quand même. Oui. Donc ça, je pense que c'est pas des... Peut-être, voilà, esthétiquement, il y a peut-être des priorités. Il y a l'arbre aussi sur la partie gauche. L'arbre n'a pas été désigné comme l'habillement aujourd'hui. Par contre, vous avez vu la fresque en construction avec des échafaudages. Quand on va partir sur sa restauration, vous verrez à nouveau ça. C'est-à-dire que là, les arbres, de toute façon, il faut les couper pour mettre les échafaudages. Enfin, et puis, on connaît ces photographies, ces cartes postales qui montrent cette entrée. Aujourd'hui, on ne voit plus rien. Alors moi, je comprends comment des artistes, contemporains ou pas d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, c'est des stations à essence. Je ne sais pas ce que c'était au XVIIe siècle, mais moi, elle me gêne un peu, cette pompe à essence, surtout que je ne suis pas beaucoup en voiture, donc je n'ai pas beaucoup besoin. Mais pour le moment, elle est là. Et effectivement, ça ne gênait pas forcément l'artiste, de la même façon que C215 faisant monnaie au-dessus de Chris a dit je l'ai choisi pour Chris aussi, parce que la question de la lumière, du regard, et que ça l'amusait de choisir d'être au-dessus de ce commerce. Donc voilà, un commerce, une pompe à essence. Pour rejoindre ce que vient de dire Valérie, parce que là on s'éloigne un petit peu de la question qu'elle vient de poser, est-ce qu'en attendant, même si c'est un problème de budget, hein, est-ce qu'on ne pourrait pas effectivement enlever ce lierre qui grimpe, élaguer l'arbre de façon à ce que cette céramique soit mise en valeur, qu'on la retrouve, qu'on la regarde, parce que... Oui, non mais moi je peux... Enfin, c'est pas moi qui m'occupe des parquets jardins, mais... Je suis désolée, mais tu parles de la station-service, elle existait déjà... Mais c'est oui, c'est bien ce que je dis. Oui. Oui. Bon, il y a même un passage, mais je ne vais pas vous le lire, mais... Si, vous voulez? Eh ben oui. Pignon qui dit « Quand il m'arrive d'aller à Argenteuil pour une raison ou pour une autre, ou quelquefois comme ça, pour voir, très souvent, les gens s'arrêtent et me disent « Quoi? Vous regardez cette horreur ?» Ou bien d'autres croient que je la regarde par dérision et viennent m'expliquer comme c'est bien. En face de la céramique sculpture, de l'autre côté de la place, il y a un garage et les pompistes qui sont là toute la journée ont assisté à la genèse de l'œuvre depuis la pose des premières pièces. Au début, ils ne comprenaient rien. Mais petit à petit, ils ont commencé à voir ce qui se formait et ils en sont devenus aujourd'hui les plus grands défenseurs. Quand un client s'arrête pour faire le plein, s'il demande ironiquement ce que ça représente, ils réagissent, donnent des détails. Je trouve ça formidable. Il faut une accoutumance. Ces gens qui ont vu le travail de pose dès son origine ont compris un tas de choses au fil des jours. Le passant, ce n'est pas le visiteur de musée ou de galerie qui est déjà un homme concerné, qui va voir la peinture dans un milieu particulier et qui est dans son climat. Le passant, c'est tout le monde. L'art est dans la rue. Le contact est très différent. Bien sûr. Mais non, moi, pour l'avoir vu tout à l'heure, je pense que, enfin, alors là, c'est pas mon domaine de compétence, mais il est sûr que les 3 carreaux manquants, en plus visuellement, c'est pas bien. Ah ben, c'est sûr. Il y a ces 3 carreaux, il y a un impact, à mon avis, c'est rien. Après, il y a effectivement ce lierre. Sur la tête des guerriers, la tête des 3 guerriers, il y a des pendeloques qui descendent encore. Ouais, alors, à voir. Ouais, mais voir. L'expertise dit que si l'expertise nous avait dit qu'il faut absolument couper des branches d'arbres qui raillent la céramique ou qui l'abîment, ou enlever cette espèce de choses mortes horribles sur la terre parce que ça l'abîme, ça n'a pas du tout été le cas. Hein. L'expertise que moi j'ai aujourd'hui sous les yeux dit là, il n'y a pas de danger à l'heure actuelle. On la voit moins bien parce qu'il y a des arbres, c'est indéniable. Mais il n'y a pas de danger aujourd'hui pour elle.
Et il n'y a pas d'infiltration. Moi, je craignais plus ça, très franchement, parce que... Ah oui, parce me que là, paraissait ça crée des désordres. Oui. Et c'est pas un bâtiment très bien construit, et on a des désordres dans le bâtiment. Parce qu'il y a le CRD aussi dedans, il y a des bâtiments que vous connaissez bien, donc moi je ne fais plus passer des enfants du conservatoire dans certains espaces de ce bâtiment qui sont pas très... enfin, c'est pas correct, quoi. Et c'est un problème, on peut pas le modifier, ça tient au bâtiment. Donc moi, je craignais beaucoup à des choses, franchement, j'avais très très peur de choses graves, et c'est pour ça que, mais franchement, j'ai fait faire les expertises, je les ai eues 3 mois après mon arrivée sur ce mandat, et j'étais prête à faire les travaux tout de suite, y compris s'il fallait, si on avait des informations disant c'est les devis les plus importants qui vous garantiront le meilleur travail et la meilleure rénovation. On aurait eu des échafaudages plus longtemps parce que je le lis sur 2 exercices budgétaires. Enfin bon, voilà. Mais j'étais partie pour en faire éventuellement ma priorité, et pas Zloty par exemple, où simplement on a eu une expertise qui jusque-là me laissait penser que il valait mieux, plutôt qu'une réflexion, on fasse réellement un événement. C'est un événement. Bien sûr. Qu'on renouvelle cet événement. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une volonté politique de la part de la municipalité de restaurer cette service? Mais c'est la mienne, monsieur. Oh, d'accord, la vôtre. Mais Mais au-dessus. Mais moi j'aimerais bien aussi qu'elle soit mise en valeur de la rue, parce que le cheminement piéton, que ce soit depuis la mairie ou depuis la gare, c'est une horreur. Je veux dire, il n'y a rien qui donne envie d'aller vers la fresque. Mais quand vous arrivez au pont, vous la voyez, elle est très belle, elle est massive. Elle est tournée vers le pont. Il n'y a rien qui y conduit. Elle est tournée vers le pont. Mais vous avez certainement vu qu'il y a tout un projet de rénovation de toute l'avenue là. Donc il y aura. Peut-être qu'il va y avoir des choses faites à minima, je veux dire, des cheminements. Vous pensez à quoi? Écoutez, moi en tous les cas, et par exemple l'imagerie c'est bien, mais aussi des écoles, parce que vous savez, ils vous disent pas tout ce qu'ils font. Ils ont raison d'ailleurs. Mais il y a aujourd'hui des parcours qui sont faits par l'imagerie, par les AT5, et tout simplement par des instituts qui travaillent sur des parcours pour que des tout petits d'ailleurs, des maternelles, certains me disent on ne peut pas les emmener par exemple sur le marché de la colonie, voir les trains ou la fresque de on-off parce qu'ils ont des trop petites jambes. Il y a déjà des parcours qui sont faits pour des tout petits et aussi bien sûr pour des adultes, et parfois nous suivons les pas de Valérie et de l'imagerie dans la rue pour ça. Ce serait pas mal effectivement que les jeunes... Ce serait pas mal que les jeunes prennent le relais des pompistes. Le passage que vous avez lu est particulièrement intéressant. C'est vrai que les pompistes ayant disparu depuis quelques dizaines d'années, c'est peut-être aussi le fait que les interprétations et les explications sur la céramique sont pas... En tous les cas, cette fresque, elle a été longtemps, en termes d'art, on ne parlait peut-être pas vraiment d'art urbain, en tous les cas qu'on en parle aujourd'hui, Bien sûr. mais d'art dans la rue. Elle était méconnue, mais enfin elle était reine, elle était seule aussi. Lorsque moi j'ai opté pour la mise en œuvre d'un musée à ciel ouvert, je le redisais lors de l'ouverture de la saison, on ne fait pas des fresques. C'est pas le 13e arrondissement, avec tout ce que j'aime beaucoup, hein, mais on ne fait pas des fresques les unes après les autres. Là, vraiment, la volonté, ici aujourd'hui à Argenteuil, et la volonté politique, c'est d'élaborer un musée. C'est-à-dire que on ne va pas mettre les fresques les unes après les autres qui nous feraient mal aux yeux. Il y a une scénographie à penser qui fait que je ne vais pas opter, j'espère pouvoir trouver d'autres murs dans la proximité de cette magnifique fresque, y compris sur le mur qui revient, qui peut intéresser des artistes aujourd'hui de street art, mais en leur demandant des travaux préparatoires qui feraient qu'elles s'accorderaient avec celle-là. Et c'est un travail avec toutes les fresques sur toute la ville qui se fait de façon à ce qu'on travaille aussi sur une scénographie. On ne passe pas comme ça d'une fresque type Bauhaus à celle de C215 Monet en rose et bleu. Est-ce que vous avez d'autres projets autres que des fresques,
des sculptures Alors oui, sauf que on passe par un appel d'offres, hein, donc on a aussi les réponses qu'on a aujourd'hui sur les fresques. Là, l'appel d'offres, on a eu plus de 70 demandes, donc et des artistes qui ont travaillé à New York, à Naples, enfin qui ont fait de très belles réalisations. Mais aujourd'hui, des artistes comme des sculpteurs, j'en ai un j'en ai moins. Et j'aimerais bien aussi avoir des artistes argenteuillais. Et là aussi, j'aimerais aussi travailler sur ce qu'on appelle, comment est-ce qu'on appelle ça? Le land art. Vous savez, quand on fait un motif à partir d'un bouquet d'art, de la nature, ou des sculptures en nature. Mais pour le moment, j'ai un petit peu de mal à en trouver, d'autant que, vous l'imaginez bien, je souhaiterais aussi avoir autant d'artistes femmes que d'hommes. Et c'est encore plus difficile.